je vois que l'hydrogène, ça intéresse énormément. Alors, on a une question logistique, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup d'invités. On va prendre un temps très long. On va s'installer dans le temps. On va parler hydrogène pendant 2 heures. J'espère que vous pourrez rester avec nous pendant les 2 heures. C'est un très, très, très vaste sujet. Il me passionne depuis quelques années parce qu'au tout début, j'y ai cru comme tout un chacun en me disant, ça y est, c'est le miracle. On va sauver la planète, toute la planète. On va tout sauver avec l'hydrogène. Ce serait bien, hein, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est un vecteur énergétique qui est très important. C'est un vecteur énergétique majeur. C'est un sujet universel, mais la France travaille sa stratégie. Et pour ça, je devais avoir justement la personne qui incarne la stratégie, qui travaille auprès du Premier ministre et qui donne justement cette ligne de conduite qui nous permet d'avoir cette feuille de route. Et cette feuille de route de la stratégie hydrogène, elle est en révision actuellement. Wang Bui devait être là, vous voyez, il est inscrit. Ce matin, il m'a envoyé un SMS, enfin tout à l'heure, en me disant que son train était en retard et que malheureusement, il ne pourrait pas être avec nous au début. Alors pour le remplacer, je vais demander à Laurent Anthony de me rejoindre, parce qu'il faut quand même qu'on généralise un peu les choses avant de rentrer dans les détails. Laurent, je vais t'inviter à te mettre juste à côté de moi. Je vais vous inviter, pardon. Un petit truc, quand on présente, même si on connaît les gens, on ne dit jamais tu. Mais s'il est d'accord, je pourrais lui redire tu après. Donc je l'ai dit, c'est un sujet universel. C'est quelque chose qui va nous porter assez loin. Et pourquoi on consacre aussi ce temps ici à l'hydrogène? Parce que, et on le verra tout à l'heure avec Florence Lambert, il y a une spécificité dans ce bassin. C'est que l'hydrogène a été une question qui a longtemps été étudiée, abordée dans le cadre du CEA l'ITEN, et qu'un certain nombre d'innovations concernant l'hydrogène, eh bien, ont vu le jour ici. Alors, ce n'est pas la seule raison qui nous amène à faire ça, je le redis. Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est examiner cette révision de la stratégie hydrogène française. Alors, il y aura à côté de moi 4 à 5 personnes. Donc, je vais appeler pour cette première partie sur ces enjeux à me rejoindre ici Olivier D, et il se présentera tout à l'heure. J'appelle Jean-Christian Beaumont, Jean-Marie Padovani et Thierry Dutiwa. Alors normalement, il devrait y avoir des micros à peu près pour tout le monde. Allez-y, installez-vous. Alors je vous présente brièvement. Olivier D, c'est HRS. Vous êtes directeur général. C'est écrit derrière vous, mais on va le redétailler. Vous êtes un régional de l'étape, hein, directeur général délégué, puisque vous fabriquez des électrolyseurs, c'est ça? Des stations. Il y a un vocabulaire dans l'hydrogène. Hein. Je ne fais pas le malin, je ne maîtrise pas tout. Hein. Mais ça va venir, je pense qu'à la fin, je serai encore meilleur. Jean-Christophe Beaumont pour Impulsion, vous êtes directeur général exécutif. Et c'est une structure générale régionale, dont on va parler ensemble, parce qu'il y a une stratégie régionale. Jean-Marie Padovani pour Air Liquide. Vous êtes, c'est en anglais, je l'ai gardé en anglais. Vous traduirez pour le français, pardon? Directeur Nouvelle Stratégie. D'accord. Sinon, Directeur Nouvelles Énergies. General Manager Global New Energy Business Unit. Et Thierry Dutiwa pour Total Energy. Vous êtes directeur régional Aura. Total qui, on ne le sait pas, mais est très investi sur la question de la décarbonation 1 et 2, sur la question de l'hydrogène. Ça, c'est plus surprenant pour ceux qui ne vous connaissent pas. Mais quand on a eu cette discussion, je me suis dit qu'il fallait quand même à un moment qu'on en parle. Alors, Laurent, on va prendre un micro et j'aimerais justement que vous nous expliquiez quelle est cette feuille de route, quelle est cette stratégie hydrogène. En fait, quand on parle de stratégie hydrogène, quand on parle des services de l'État, on se rend compte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Heureusement. Heureusement. J'allais dire heureusement qu'on soit tous alignés sur des objectifs communs. Et c'est un peu l'objectif de la stratégie. Il faut savoir que la stratégie nationale française n'est pas d'aujourd'hui. Elle a été publiée en septembre 2020 avec 3 principales priorités. La première, c'est mettre en place une filière française de production d'hydrogène décarboné, ou basse émission, ou bas carbone, comme vous voulez, et essentiellement basée sur la production d'hydrogène par la filière électrolyse. Deuxième priorité, c'est développer la mobilité lourde et à usage intensif. Parce que l'hydrogène a d'autant plus de sens qu'on veut aller loin, qu'on veut transporter des charges lourdes, tout en gardant la flexibilité de recharge que nous connaissons tous aujourd'hui avec nos véhicules thermiques. Et la troisième priorité était, et toujours, préparer l'avenir. Donc préparer l'avenir en
investissant dans la recherche et aussi en développant toute la filière compétences métiers pour s'assurer que toute l'industrie et les utilisateurs auront accès à une main-d'œuvre qualifiée pour le domaine. Donc voilà, ça c'est de 2020 avec un budget total de un peu plus de 9 milliards d'euros d'ici 2030. Dans la précipitation, Laurent, je ne vous ai pas présenté. Laurent Anthony, vous êtes directeur exécutif de l'IPHE. Alors en 2 mots, comme on a eu ce changement de programme de dernière minute, dites-nous ce que c'est que l'IPHE. Alors l'IPHE, c'est un partenariat international intergouvernemental pour développer une économie de l'hydrogène. Donc en gros, c'est 23 pays du monde entier, tout le G7, les 3/4 du G20, avec la Commission européenne, au niveau des ministères, des gouvernements, de se mettre, d'échanger, de se mettre d'accord. C'est quoi des échanges sur les stratégies, les démonstrations, et puis de dire quels sont les axes sur lesquels il faut qu'il y ait une vision commune au niveau mondial. Donc, et ensuite, une fois qu'on a fait des types de recommandations, essayer après de le communiquer avec toutes les instances internationales qui travaillent sur l'hydrogène. Mais vous parlez au qui? Vous parlez au président, au ministre? Qui vous parlez? Non, on va dire des... Généralement, c'est les directeurs de programmes hydrogène dans les différents ministères. D'accord. Donc, par exemple, en France, c'est les personnes de la DGEC. Aux États-Unis, c'est les personnes du ministère du DOE, département de l'énergie, ou le METI au Japon. Voilà, généralement, c'est les directeurs hydrogène. Alors, on a un enjeu avec l'hydrogène. On a parlé de décarbonation de l'industrie tout à l'heure. Alors, l'industrie, c'est évidemment énormément de CO2. Si l'État se préoccupe de la question, c'est que ce vecteur énergétique-là, c'est une spécificité peut-être française, il est hyper stratégique pour nous. On ne décarbonera pas sans hydrogène. Aujourd'hui, je crois que c'est acté. Aujourd'hui, je crois qu'on en discutera un peu tout à l'heure à travers le monde. On est tous d'accord pour dire on ne réussira pas la transition énergétique si on n'inclut pas le vecteur hydrogène. Ça ne veut pas dire que le vecteur hydrogène va être la constante de Lourdes ou la silver bullet en anglais. Non, mais on est tous aujourd'hui convaincus que sans hydrogène, nous n'y arriverons pas. Et en fait, dans la transition énergétique, j'aime bien utiliser l'image. Quand on veut avancer, on marche. Pour marcher, il faut 2 jambes. Il y a une jambe, c'est l'électricité. Il y a la deuxième jambe, c'est le vecteur hydrogène. Et les deux sont complémentaires, ne sont pas en concurrence, mais sont totalement complémentaires, puisqu'aujourd'hui, le marché de l'électricité, c'est à peu près 25% de l'énergie mondiale utilisée, c'est de l'électricité. Donc, c'est-à-dire que c'est 75% de molécules. Et les prévisions à l'horizon 2050, on va vers l'électrification, on va faire x2, x3, mais ce qui va dire qu'il va rester 25-40% de molécules. Alors autant que cette molécule soit basse émission, basse empreinte carbone, et là l'hydrogène a toute sa place. Bien, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail justement parce que cette question de décarbonation, on va en parler un petit peu avec Jean-Marie Padovani pour Air Liquide, parce que vous décarbonez déjà, vous utilisez déjà l'hydrogène. Air Liquide est connu, d'ailleurs c'est une de vos activités principales, peut-être qu'on ne le sait pas assez, mais l'hydrogène, il y en a déjà énormément. La question c'est qu'il n'est peut-être pas forcément aussi vertueux qu'on le voudrait aujourd'hui, mais vous c'est dans votre cœur de métier. Oui, donc l'histoire entre le groupe Air Liquide et hydrogène remonte il y a plus de 60 ans. Donc d'abord sur la partie industrie, donc avec des applications effectivement sur la sidérurgie, la raffinerie, la verrerie, et puis et le spatial aussi. Et puis depuis 20 ans donc dans la mobilité et décarboner les usages lourds. Donc de ce point de vue-là, effectivement, une grande expérience. Et comme vous le disiez, l'hydrogène aujourd'hui majoritairement est carboné. Pour autant, l'hydrogène bas carbone ou l'hydrogène renouvelable existe déjà. On a commencé, nous, dès 2019 et bien avant, avec de l'hydrogène bas carbone et renouvelable. L'électrolyse, effectivement, est un des procédés qui permet d'avoir de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable, adossé aux énergies renouvelables. L'hydrogène par vaporéformage avec une source de biométhane permet aussi d'avoir l'hydrogène renouvelable. Donc l'hydrogène bas carbone et renouvelable, c'est une réalité, ça existe. Tout l'enjeu maintenant, c'est de monter effectivement en échelle ses capacités de production et les usages associés pour décarboner l'industrie et la mobilité qui, je le rappelle, elles deux représentent quand même 45% des émissions de dioxyde de carbone. Mais historiquement, même si à présent on a quand même conscience des enjeux, on parle beaucoup de décarbonation, on parle de cette industrie, on parle de tout cela. Pardon pour la question très triviale, mais aujourd'hui, comment on fabrique de l'hydrogène massivement à date? Alors à date, je l'ai dit, 95% il est carboné. Donc le procédé est un procédé de vaporéformage. Donc en fait, on combine donc du gaz naturel avec de la vapeur d'eau, ce qui permet de produire de l'hydrogène, mais produit aussi du dioxyde de carbone. Vous l'avez mentionné dans la table ronde sur l'innovation, il existe des possibilités de capter ce dioxyde de carbone de façon à l'utiliser dans d'autres usages et donc d'obtenir de l'hydrogène bas carbone
ou bien de l'hydrogène renouvelable, une fois encore, si on a ce même procédé de vaporéformage avec une source de biométhane. L'autre possibilité, c'est d'avoir utilisé l'électrolyse adossée à des énergies renouvelables qui permet là aussi de fabriquer de l'hydrogène renouvelable. Donc oui, aujourd'hui, principalement l'hydrogène est carboné, mais la transition est en cours pour aboutir à de l'hydrogène bas carbone et renouvelable, ce qui est vraiment important pour la transition énergétique et avoir une décarbonation de nos usages. Parce qu'il y a un enjeu quand même sur l'hydrogène. C'est quand même pas facile. On n'est pas en train de parler de, comment dirais-je, allez, je vais le dire. Par définition, pour de l'hydrogène, on fait des usines à gaz. C'est juste pour illustrer la complexité. On est bien d'accord. À partir du moment où on veut généraliser l'hydrogène, on est sur des masses critiques incroyables. On parle de pipeline, on parle de quantité de gigawatts, de mégawatts. Cette dimension, est-ce que c'est pas un frein finalement pour vous au déploiement de l'hydrogène? Parce que, encore une fois, c'est pas facile, ça n'existe pas naturellement. On ne peut pas l'extraire du sol, on ne peut pas dire, bah tiens, je vais acheter de l'hydrogène à côté. Alors cette dimension, elle existe déjà, hein. Le groupe Air Liquide distribue plus de 14 milliards de mètres cubes d'hydrogène par canalisation à des clients industriels, dont Total Energy. On a aussi des milliers de semi-remorques qui circulent tous les jours pour livrer des clients industriels, donc avec là aussi des centaines de millions de mètres cubes qui sont distribués. Donc la réalité et le facteur d'échelle de l'hydrogène, il est déjà présent aujourd'hui dans notre industrie. Donc il ne s'agit pas, en fait, il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Il s'agit surtout de changer, en fait, de décarboner cette production, et c'est ce à quoi en fait on travaille à travers l'électrolyse, à travers aussi le biométhane. Donc voilà, ça semble ambitieux tel que vous le présentez, mais dans les faits aujourd'hui, cette dimension, elle est déjà présente dans l'industrie lourde. C'est pas un frein pour son déploiement quand même à l'échelle, on va dire nationale, européenne, planétaire. Encore une fois, pardon pour les questions simplistes, on va dire, mais s'occuper d'H2 et faire de l'hydrogène à très très grande échelle, ça nécessite des investissements colossaux en fait. Alors oui, alors le groupe Air Liquide s'est engagé à investir plus de 8 milliards d'euros dans la chaîne de valeur hydrogène bas carbone d'ici 2035. Donc effectivement, ça représente des montants importants. C'est là où on a besoin aussi des pouvoirs publics de façon à pouvoir de faire avancer l'écosystème au niveau de la transformation de la chaîne de valeur hydrogène, parce que effectivement, ça nécessite des investissements au niveau de la production, au niveau de la partie transport, stockage, et puis au niveau de la partie distribution. Et ça, c'est effectivement nécessaire si on veut pouvoir décarboner nos usages, aussi bien au niveau industrie lourde qu'au niveau mobilité. Thierry Duthillaud, les usines à gaz, ça vous parle hein, chez Total? On va parler des raffineries. Allez, je me permets, hein, quelques écarts. Non, mais vous avez l'habitude. Je sais pas si ça porte, oui. Oui, donc bonjour Thierry Duthillaud, Total Energy. Effectivement, Total Energy, on connaît plutôt par son activité de station-service. On est un groupe présent dans 130 pays dans le monde, multi-énergie aujourd'hui, et avec 100 000 collaborateurs qui animent. Alors, l'hydrogène, effectivement, ça a été dit, c'est d'abord utilisé dans l'industrie lourde, dans la raffinerie. Et nous avons en objectif, dans notre ambition climat, de bien sûr commencer par décarboner nos émissions, et donc nos émissions du raffinage. Et effectivement, l'hydrogène est une composante majeure. Et donc, on a pour ambition d'ici 2030 d'utiliser de l'hydrogène vert dans l'ensemble de nos raffineries. Alors, ça se passe comment? Eh bien, on est avec des partenaires comme Air Liquide, mais aussi Engie. Si je prends l'exemple de la France, Engie, notre raffinerie L'Amed, notre raffinerie à côté de Marseille, qui était la première transformation en bioraffinerie, pour avoir de l'hydrogène vert, on est par électrolyseur, c'est 125 mégawatts de puissance. Hein, pour une station-service, on va parler d'1 mégawatt, 125 mégawatts, approvisionné en énergie renouvelable solaire, donc photovoltaïque et éolien, et ce qui permet de décarboner le process. On regarde Normandie, là où on est avec Air Liquide, et sur la zone du bassin Normandie, où on est avec Esso, Borealis, Yara, et Air Liquide approvisionne effectivement l'ensemble du bassin. Et là, dans une logique différente, ça a été évoqué avec la capture du CO2. Et puis, on a Grand Puy, qu'on est en train de transformer en raffinerie zéro pétrole à l'est parisien. Et là, on est avec Air Liquide également, dans une logique, ça a été évoqué, où on va utiliser du biogaz interne. On va récupérer avec un process Air Liquide le CO2, qu'on va dans une économie circulaire réinjecter dans des produits qui sortiront, notamment sur l'industrie agroalimentaire ou d'autres industries.
Donc on voit différentes façons de décarboner. Et le dernier point qu'on a eu dans les médias, on l'avait évoqué Georges, on a lancé un appel d'offres au niveau européen pour décarboner l'ensemble de nos 6 raffineries. On en a 3 autres, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. 500 000 tonnes d'hydrogène vert par an jusqu'à 2030, avec le rôle aussi, en tant qu'off-taker, de donner un signal fort au marché pour avoir des investissements et des innovations sur ces enjeux-là. Alors, on précise pour les 500 000 tonnes, qu'on comprenne bien, vous achetez 500 000 tonnes par an, c'est ça? On achètera en plus de tout ce que l'on a évoqué là, de production sur les raffineries avec les partenaires, 500 000 tonnes supplémentaires par an pour au global. Pendant combien de temps? Décarboner. Là, on a donné une visibilité jusqu'à 2030. Alors, on ne va pas parler de l'ensemble de vos activités parce que, évidemment, tout le monde vous connaît sous le volet des émissions et on n'est pas là pour dire c'est mieux, c'est moins bien, etc. Mais stratégiquement, c'est ça que j'ai envie de savoir, stratégiquement, Total change de stratégie, vous irez vers l'hydrogène, c'est de l'énergie, vous vendez de l'énergie, hein, Total Énergie. Vous allez vers l'hydrogène, vous allez vers le solaire, vous allez vers l'éolien. Permettez-moi, comment vous allez sortir de ce travail d'extracteur raffineur pour aller vers ce travail de producteur d'énergie bas carbone? Simplement, on a lancé une ambition climat net zéro 2050 en ligne avec les accords de Paris, en Europe en ligne avec le Fit for 55 ou le Green Deal, et c'est la raison pour laquelle on est passé sur Total Energies avec un S. Et donc on passe d'une énergie fossile, pétrole, gaz, et on peut rappeler qu'aujourd'hui la consommation mondiale d'énergie au niveau mondial est à 80% fossile, vers des énergies décarbonées, biogaz. Nous sommes en France leader de l'activité biogaz et on a racheté Fonroche. On est bien sûr sur le solaire, vous l'avez dit, développement de solutions photovoltaïques de fermes solaires. Et on a été reconnu par la presse indépendante internationale en fin 2003 comme le leader mondial de l'installation de photovoltaïque, loin devant le second qui est un Indien, Adani. Et dans le top 10, il y a 2 Français avec EDF. On est également sur l'éolien. Et l'éolien, notamment l'éolien, bien sûr, on a fait ce qu'on appelle onshore, sur les terres ici, mais on voit bien la difficulté d'acceptabilité de l'éolien, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, avec tous ces beaux paysages. C'est vrai que c'est un sujet et c'est majeur de traiter cette acceptabilité. Donc on est sur l'éolien offshore, et là, typiquement, les compétences de nos ingénieurs, on a 3500 ingénieurs qui faisaient de l'exploration, des ingénieurs réservoirs. Et bien aujourd'hui, toute l'expertise qu'ils ont mis pour concevoir des plateformes flottantes, ils les mettent pour concevoir des éoliennes offshore, flottantes, ancrées. Et donc, on a lancé, ou on dit commissionné, un champ en mer d'Écosse de plus d'1 gigawatt de production à la rentrée. On a des permis de construction au New Jersey. Et on se développe là-dessus. Et donc, l'autre élément, si on va plus loin, on devient bien sûr un électricien. Et aujourd'hui, on a plus de 8,5 millions de clients électricité, gaz et donc possibilité décarbonée. On vise 12 millions à l'horizon 2030. Et on va vers les sujets de mobilité. Bientôt ici à Grenoble, avenue Foch, vous aurez une station full élec, la petite station Total Énergie pour ceux qui sont de Grenoble. Elle sera full élec, comme on l'a fait à Paris, comme on l'a fait à Lyon récemment. Donc on impulse tout cela. Et pour en 2050, Georges est arrivé au fait que nous aurons dans notre mix de production et de distribution 25% d'énergie fossile, principalement gaz, qui est le moyen transitoire de décarboner le charbon, 5% de fossiles pétrole, 50% d'électricité verte, donc éolien, photovoltaïque, on l'a dit, et 25% ce qu'on appelle les nouvelles molécules, notamment biogaz, hydrogène vert et les e-fuels. Peut-être qu'on en parlera. Total, ça pèse quoi mondialement? Ensuite, je viens vers vous, Jean-Marie. Mondialement, c'est quoi Total? C'est une question qui me vient comme ça. Hein, Alors, on en a parlé. En fait, la consommation mondiale 2023 de pétrole a passé pour la première fois les 100 millions de barils jour. On est encore en croissance de demande de pétrole parce qu'il y a tout un monde en croissance qui tire cette demande par ses aspirations économiques et sociales. Donc il y a cette croissance. Dans ces 102 millions, on attend la clôture de l'IAE, de barils jour consommés, nous produisons, nous, en pétrole, 1,5 million de barils.
Si on ajoute le gaz, puisqu'aujourd'hui on est plutôt un gazier, Je compte on très fait mal, mais ça fait 1%. ouais, voilà, On fait un 1,5%. gros pourcent. Quand on met Ouais, mais c'est gaz quand même un gros- et pétrole, tout le fossile. C'est un gros pourcent on quand est- même. Oui, mais on a eu cette discussion. Si demain on disparaît, il ne se passe rien. Si ce n'est quand même, vous le savez, dès qu'il y a un pays pétrolier qui ferme un robinet ou qu'il y a une tension géopolitique, tout de suite il y a une tension sur les marchés, les prix ils augmentent. Et ça aussi, c'est un sujet d'acceptabilité. Et c'est un sujet de souveraineté aussi, parce que si Tout on à bascule pas, parce qu'on est d'accord, hein, il faut sortir du fossile, si on bascule pas vers des énergies des vecteurs énergétiques comme l'hydrogène plus vertueux, on risque de perdre notre place en matière de souveraineté énergétique, Jean-Marie. Alors, je vais répondre à votre question. Je voulais juste rebondir sur tout ce que disait Thierry, les activités Total Énergie. Il a mis le petit badge, mais je pense que voilà, ce qui est aussi important, c'est souligner. Voilà. Ce qui est souligné aussi, ce que Total Énergie et Air Liquide ont lancé dernièrement, donc cette co-entreprise pour accélérer donc la transformation de la mobilité lourde, avec cette ambition donc d'avoir 100 stations dans les 10 prochaines années. Donc ça, c'est une réelle bonne nouvelle pour faire avancer l'écosystème hydrogène. On parle souvent de l'œuf et la poule entre l'infrastructure, les fabricants de véhicules, les usages, donc les sociétés de transport. Bon, bah là, effectivement, ça permet effectivement de donner la visibilité au niveau de l'écosystème avec un certain nombre de stations qui vont être mises en œuvre et permet de conjuguer aussi la force de deux grands groupes. Donc, côté Air Liquide, la partie technologie et la mise en œuvre, donc la maîtrise de la chaîne de valeur hydrogène, et côté Total Énergie, donc l'opération, la gestion d'un réseau de stations et puis la distribution d'énergie à des clients. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour faire avancer l'écosystème hydrogène en Europe en particulier. Merci pour la transition, messieurs, parce qu'on va parler maintenant, au-delà des enjeux, de la mobilité, bien évidemment, parce que j'en connais qui sont venus pour ça, mais j'ai une question à Laurent d'abord, puisqu'on va aborder le sujet de la mobilité. C'est compliqué la mobilité, l'hydrogène. Hein. Au tout début de nos discussions, il y a quelques années, je ne vous dirai pas combien, parce que je n'ai pas trop envie de... Bon, voilà, j'ai ma pudeur. J'ai imaginé tout de suite, connaissant un tout petit peu l'automobile, je me suis dit, ça y est, c'est cool. On va faire son plein, on va rouler avec sa voiture, ça va être formidable. Il y avait la Mirai, elle était pas très belle esthétiquement, mais bon, quand on la conduit une fois, on est séduit. On voit que les gens aiment la mobilité électrique. Mobilité hydrogène, c'est de la mobilité électrique. Et ça ne va pas se passer comme ça. Donc le choix qui est fait aujourd'hui, a priori, dans la stratégie en tout cas européenne et en tout cas française, c'est pas ma voiture. Mais c'est peut-être les camions, c'est peut-être les bateaux. C'est quoi le choix en fait ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la stratégie nationale, dès le départ, dès 2020, le choix a été fait. La mobilité légère en France sera quasiment exclusivement à batterie. Bon, c'est un choix. D'autres pays en ont fait d'autres. Mais la France a dit non, on focalise la mobilité sur le transport lourd et à usage intensif. Et dans l'usage intensif, on mentionne des véhicules utilitaires qui peuvent être légers. Donc ça va des véhicules utilitaires légers, le Kangoo, qui a été le premier, jusqu'au camion. Voilà, mais c'est les usages intensifs. Pourquoi ? Parce que comme dit, si je disais tout à l'heure, autonomie, flexibilité de recharge. Si vous mettez trop longtemps à charger, vous perdez de l'opération, donc c'est économiquement moins intéressant. Et le lourd, c'est à la fois le camion, les cars, les bus, les trains, les bateaux et même les avions. Et même les bateaux de croisière ? Même, il y a un premier bateau norvégien de croisière qui a été lancé avec de l'hydrogène à bord, sachant que des gros bateaux, aujourd'hui, la vision qu'on voit, c'est plutôt utiliser de l'ammoniac d'ailleurs que de l'hydrogène. On va pas rentrer dans les détails trop gaziers parce que là vous allez me perdre. On va un petit peu parler on va parler de ce réseau régional si vous permettez parce que je voudrais justement savoir. Oui, c'est à vous. Je voulais justement savoir. On a une spécificité ici. Avec Impulsion, Jean-Christian Beaumont, on a une spécificité, c'est que la région a décidé... Alors quand je parle de la région, c'est Aura, c'est pas la région, c'est pas la politique, on parle de la notion géographique, de créer un réseau. Et il y a quelques temps déjà, donc il y a quelques années, il y a une décision qui a été prise de faire ce test, je me rappelle, c'était des Kangoo avec des prolongateurs d'autonomie, je crois. Ça a donné une très très belle société. Aujourd'hui, vous nous racontez un peu cette histoire qui était une histoire de précurseur. Voilà. En fait, la société elle est née en 2019, mais l'idée est sortie après les accords de Paris. En fait, on est dans l'histoire de la poule et de l'œuf qu'on vient d'évoquer. Qui attend qui sort en premier? Donc là, il y a 5 acteurs qui se sont mis autour d'une table, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais deux gros industriels que sont Engie et Michelin, et les 2 banques, la CDC et Crédit Agricole. Donc l'idée était de dire, on va lancer sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes une infrastructure permettant à un véhicule d'aller de l'est à l'ouest et du nord au sud. Donc initialement, c'était 20 stations dessinées. Et on a évolué aussi un peu, on a appris en marchant, et notamment avec les partenaires industriels. On était initialement donc les Kangoo.
Si vous prenez les plans ZEV donc de la région, c'était 20 stations, 1000 Kangoo. Bon, sur le territoire français, il y aura à peu près une cinquantaine ou une centaine de Kangoo fabriqués et on s'en est arrêté là. Parce que, vous l'avez évoqué aussi, l'hydrogène est plutôt un vecteur complémentaire de l'électrique. On sera sur un segment où l'électrique atteint un peu ses limites. Globalement, si vous roulez moins de 150 km par jour, ne prenez pas la tête. Il faut prendre plutôt un véhicule électrique. C'est moins onéreux tant à l'achat en rendement et en coût de fonctionnement. Par contre, dès que vous allez avoir les longs parcours, donc on va attaquer, nous, le segment des taxis qui font 90 000 km par an. On va attaquer les véhicules utilitaires, donc un Stellantis et Renault sortent les Jumpy, les Masters. On sort de la semaine de l'hydrogène à Paris, donc et les véhicules qui ont été présentés. Et derrière, donc, la flotte donc, des bus, des cars. C'est vraiment un segment où l'hydrogène est pertinent sur les cars. La région va mettre 50 cars. Et derrière, donc, les camions. Donc l'objectif pour vous, ça a été de créer ce réseau. Il en est où aujourd'hui? Alors, l'infrastructure sur les 20, on en est à peu près à 6 ouvertes actuellement. Donc, la première a été ouverte en février 2020. Oui. Donc le 14 février, donc là c'est une petite unité, une 40 kg, pour fixer un peu les ordres de grandeur. 1 kg. En gros, pardon, je schématise, Oui. je caricature. En gros, on en parlera avec vous. En gros, c'est une station-service hydrogène, en fait, quand vous parlez d'unité, c'est Voilà, ça? station hydrogène, mais à l'époque c'était des petites unités, c'est 40 kg. 40 kg, ça fait donc 1 kg d'hydrogène pour un véhicule léger, vous faites 100 km. Vous voyez qu'avec un 40 kg, on ne fait pas grand-chose. Non. Donc on a ouvert Chambéry, on a ouvert l'année dernière Moutier, on a ouvert Saint-Priest, on ouvre là ces jours-ci Vénissieux, Clermont et Saint-Égrève, donc sur la métropole de Grenoble. Et on va ouvrir dans le courant de l'année, donc là on a fait l'axe Est-Ouest, et on va ouvrir maintenant l'axe Nord-Sud, avec, si on part de Malataverne, Valence, Salaise, Aubenas et l'aéroport et Annecy. Donc on aura fin d'année une quinzaine de stations ouvertes sur le territoire environnant. Pardon, comment on amène l'hydrogène dans cette station? Parce que moi j'ai l'image du camion dans la station-service. Total Energy partout, on en voit beaucoup, il y en a d'autres. Mais c'est un camion qui arrive, comment ça marche? En fait, l'appareil, l'approche a un peu évolué. Initialement, on avait nous prévu 20 stations, 14 électrolyseurs. Donc on est 20 stations, on aura une unité, donc on a un électrolyseur nous qui fonctionne. Donc on parle nous que d'hydrogène renouvelable, donc vert, donc une molécule d'eau que l'on coupe, qu'on vient d'évoquer avec de l'énergie en hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre, donc avec un électron issu soit du PV, soit du barrage. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on a pas mal de barrages. Donc on a une unité de production nous sur Clermont. D'accord. On en aura une bientôt dans l'Isère, du côté du Tchéla, et une dans la vallée de Rhône. Et entre ces unités de production et les stations de distribution, donc on a les tubes. Ce qu'on voit généralement, c'est plutôt les camions air liquide, de transport d'hydrogène, qui alimenteront nos stations, qui resteront sur les sites. Très bien. Alors, ces stations, on a de la chance. Je m'entends très mal en retour. Je ne sais pas si quelqu'un peut s'en occuper, parce que j'ai l'impression de parler dans le vide. On parle de stations, on a un acteur régional. On en a beaucoup, vous verrez avec Florence tout à l'heure. On est très H2 quand même dans le coin. C'est un peu normal. Nous sommes tous régionaux. Nous sommes tous régionaux, oui. Alors, Olivier, expliquez-nous ce que c'est HRS. Parce que c'est un métier qui a émergé il n'y a pas très longtemps. Je crois que vous connaissez bien avec Air Liquide, non? Très bien. Et vous connaissez bien Impulsion aussi? Très bien aussi. Vous connaissiez Monsieur Dutiwa ou pas? Monsieur Dutiwa, non, mais Total, très bien. Ah oui, comme tout le monde, mais ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Je pense que... Et Laurent aussi. Évidemment, on ne va pas l'oublier, puisqu'il remplace Monsieur Buy, et puis il aura 2 desserts. Donc, votre métier, c'est quoi? Donc nous, on fabrique, on design, on fabrique, on installe et on maintient les stations de ravitaillement pour véhicules hydrogène. Voilà, donc ce que j'appelle la station-service. Ce qu'on appelle la station-service, tout à fait. Alors, je schématise, mais votre job? Alors, pour expliquer un peu comment marche une station-service, donc, va prendre l'hydrogène qui va être acheminé à la station. Donc, elle peut être acheminée de 3 façons, soit par des camions, comme on disait, dans lesquels l'hydrogène est sous forme gazeuse, soit peut être produite localement, soit peut être alimentée aussi, comme il a été dit, par des pipelines et amenée à la station. Une fois qu'on a cet hydrogène, il faut qu'on le conditionne, principalement en pression, parce que les réservoirs des véhicules sont des réservoirs sous pression, donc il faut qu'on recomprime les réservoirs des véhicules. La station, c'est ce qu'elle fait. Et une fois qu'on a comprimé cet hydrogène et qu'on l'a stocké, il faut qu'on transfère l'hydrogène dans les véhicules. Et pour faire ça, il faut du froid, parce que si on veut transférer vite un gaz, il faut le refroidir pour pas qu'il y ait d'échauffement. Donc c'est tout l'enjeu de la station, c'est comment je prends de l'hydrogène, je le conditionne et je le transfère le plus vite possible
dans un véhicule parce qu'on n'aime pas attendre à la pompe à service. Hein. Je peux être caricatural, vous permettez? C'est compliqué quand même. Bah, c'est ce qui est bien. Si c'était trop simple, tout le monde le ferait. Donc l'idée, justement, c'est de rendre simple pour l'utilisateur quelque chose qui est compliqué. Donc de le rapprocher au maximum de l'image, je vais faire mon plein. Tout à fait. Aujourd'hui, faire un plein d'un véhicule grand tourisme, vous disiez la Toyota Mirai, aujourd'hui c'est 5 minutes pour faire le plein. Faire le plein d'un bus ou d'un camion, c'est 10 minutes. Donc on est dans les mêmes ordres de grandeur, le même temps que de remplir un véhicule grand tourisme, qu'un véhicule essence ou qu'un camion ou qu'un bus. Avec la grande différence, c'est que derrière, on a un véhicule décarboné, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne pollue pas quand il se déplace. S'il fallait avoir un maillage, parce que j'ai envie de comprendre le choix stratégique, d'accord, d'aller vers du lourd. S'il fallait avoir un maillage équivalent au maillage des stations-service, même la moitié, il faudrait combien de temps? Alors nous, on s'est prédimensionné pour faire ça, puisqu'on a construit une nouvelle usine à Champagné. Parce que vous êtes optimiste? Parce qu'on est confiant et on est optimiste. Je pense que comme tous les acteurs qui sont ici, hein, on voit que l'hydrogène va être un des moyens de décarboner l'industrie, la mobilité, et même pour aller plus loin, comme l'expliquaient Laurent et ces messieurs, c'est aussi un vecteur énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit Laurent, il y a plus de 75% de l'énergie qui est transformée soit sous forme liquide, soit sous forme gazeuse. Donc l'hydrogène est un moyen de transporter des électrons sur des longues distances et de pouvoir alimenter, décarboner et faire de la mobilité. Et donc, ce que je disais, nous, chez HRS, on a anticipé tout ça. On a construit une nouvelle usine à Champagné, donc à la sortie de Grenoble, avec une capacité aujourd'hui de construire jusqu'à peu près moins de 200 stations par an. Alors, ça paraît pas beaucoup comme ça. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'en Europe, il y a moins de 200 stations qui ont été installées au cours des 15-20 dernières années. Donc, en ayant cette usine, on est capable de produire en un an ce qui a été installé et produit au cours des 15-20 dernières années. Et au cours des 3 dernières années, on a installé 12 stations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des capacités de déploiement qui sont déjà existantes. On est capable de déployer quasiment une station en moyenne tous les 2 mois. Ça veut dire que l'objectif d'HRS, il est national dans un premier temps. Vous avez une concurrence qui est quand même assez forte, qui commence à monter. C'est bon signe. Oui, mais il y a combien d'acteurs autour de vous? Et vous entrevoyez une concurrence assez féroce. Vous n'êtes pas seul à le faire. Dans le monde, je pense que ça monte petit à petit. Oui, ça monte. En Europe, il y a à peu près 5-6 acteurs qui sont capables de produire et d'installer des stations de ravitaillement hydrogène. Aujourd'hui, l'ambition d'HRS, c'est de devenir un acteur de référence au niveau européen et au niveau mondial pour justement fournir ces stations de ravitaillement hydrogène. Et c'est ce qu'on fait aussi. On anticipe aussi l'évolution des véhicules parce qu'aujourd'hui, on est au début de l'histoire. Ce qu'il faut voir, c'est quand on parle de plan hydrogène, c'est comme si aujourd'hui, on voulait développer le réseau électrique en partant de la centrale nucléaire jusqu'à la voiture électrique et en développant aussi les lignes à haute tension. Donc c'est un grand projet. C'est un grand projet qui est nécessaire parce que si on veut décarboner aujourd'hui notre mobilité, notre industrie, on doit passer, comme on le dit tous et on en est tous confiants, par l'hydrogène. Donc voilà, c'est une grande ambition. Aujourd'hui, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, dans le déploiement de l'hydrogène, on va dire populaire, question piège, c'est normal, on en est où à peu près? Ça dépend pour qui, mais je pense qu'on en est entre 1 et 2. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là. Oui, mais aujourd'hui, on a quand même de l'hydrogène à disposition. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est on a énormément d'hydrogène, d'accord, vous en avez énormément. Je dirais quand même que ça dépend un peu des géographies, si vous me permettez. Certaines géographies, si on regarde le panorama mondial, je ne l'ai pas trop dit, mais on a aussi une activité de station côté Air Liquide. Vous êtes concurrent, complémentaire, je dirais. Voilà, on s'agit plus sur un périmètre global. On a présent 6 géographies, États-Unis, France, Allemagne, Japon, Corée du Sud et Chine. Et quand on regarde ces différentes géographies, en fait, c'est plus ou moins effectivement avancé et compliqué suivant les géographies. Cette géographie, comme l'Asie, sont particulièrement bien avancées sur le déploiement de solutions de mobilité hydrogène. Voilà. Donc il faut aussi un peu relativiser quand on regarde la complexité. Ça dépend aussi beaucoup du point de départ et des politiques qui ont été mises en œuvre aussi localement. Oui, dans toute cette chaîne, il y a le client final, c'est-à-dire le transporteur, la société de bus, il y a les vulves qui sont déjà là,
Mais le gros effet levier sur la mobilité va venir de ces applications lourdes. Et là, il faut que les camions, les engins, et il y a aussi tout ce qui est off-road, ces engins orange de travaux publics, le mining, les camions soient là. Aujourd'hui, on est encore dans des tests, des protos, et en Europe, les différents constructeurs qui sont pro-hydrogène, tous ne le sont pas, voient plutôt vraiment 2027-2028 comme l'horizon pour vraiment avoir des séries de camions hydrogène. Voilà. Donc il y a ça aussi qui à un moment donné va tirer. Et puis il y a la logique du coût. Un camion hydrogène aujourd'hui, ça coûte 6 fois plus qu'un camion diesel et 2 fois plus qu'un camion électrique à batterie. Mais ce ne sont pas les mêmes usages à la fin. Donc c'est là où effectivement il y aura ce levier pour l'hydrogène sur la mobilité. Je vous remercie. On va changer le plateau parce qu'on va passer à la production maintenant. Et je vais juste en live complet parce que je suis inquiet pour Wang Bui. Je ne sais pas s'il ne nous attend pas devant. Donc je vais consulter mon téléphone dont je m'étais débarrassé pour être tranquille. Voilà, on est entre nous, on est entre amis. Vous me permettez cette petite parenthèse. Et pendant que vous nous quittez, je vous remercie infiniment. Il va falloir rester avec moi. Pour Laurent Anthony, je vais appeler Florence Lambert pour Genvia. Et j'appelle également Emmanuel Ben Sadoun. Merci beaucoup, qui est directeur du pôle expertise de France Hydrogène. Et j'espère que M. Wang Bui va bien. C'est du live complet. Mais je vous sais bienveillant et on s'occupe bien de nos invités. Bien, M. Bui sera là pour la conclusion. Et là, on ne parle pas d'hydrogène ni rien du tout, on parle juste d'un train. Mais on a eu on a quand même eu un peu d'adversité. Et finalement, on a réussi à tous se retrouver ici sur Tech & Fest. Je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont compris que vous vous connaissiez bien toutes et tous. Et qu'en fait, vous travaillez souvent énormément ensemble parce que ce n'est pas de l'entre-soi, mais on est quand même dans un vecteur énergétique. On l'a vu, Olivier D l'a bien dit, sur une échelle de 1 à 10, on est à 1. Et je pense qu'il a été généreux. Laurent, planétairement, vous qui parlez à 23 ou 27 étages, je ne sais plus combien, on en est tous au même point, on est tous au point 1. On a encore autant de chemin que ça à faire. Il faut que je sois... Parce que là, je vais déprimer. Non, il ne faut absolument pas déprimer. Mais après, comme on dit aujourd'hui, on consomme quand même 100 millions de tonnes d'hydrogène par an à travers le monde. C'est pas rien. Mais ce qui est nouveau, ce sont les usages. D'une part, il y a deux nouveautés. La première, c'est qu'on veut avoir de l'hydrogène décarboné. Et la deuxième, aujourd'hui, quasiment tout l'hydrogène est consommé pour l'industrie. Alors que tout à l'heure, on a parlé de la mobilité. Donc pour la mobilité, effectivement, tout est à faire, puisque ça n'existait pas, ou très peu. Mais pour l'industrie, comme disait, c'est vraiment en place. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est le plus grand challenge, c'est produire de manière décarbonée tout en restant compétitif. Oui, mais Laurent, produire de manière décarbonée, c'est bien beau, mais est-ce qu'on parle la même langue entre les Français, les Allemands? Déjà, j'en suis pas sûr. Alors, on ne va pas parler des Américains, alors surtout pas des Chinois. Il y a une question. Non, alors, effectivement, c'est là ce qui est intéressant, les échanges internationaux. Faut savoir, on a parlé de la stratégie française. Aujourd'hui, il y a 80 pays dans le monde qui ont leur stratégie nationale hydrogène ou leur feuille de route hydrogène. Il y en a 40 qui sont en train de la développer. Donc vous voyez, aujourd'hui, ça fait quasiment 120 pays, c'est quasiment la moitié du nombre de pays dans le monde qui ont ou qui sont en train de développer leur stratégie nationale hydrogène. Et cette stratégie va dépendre finalement des conditions nationales. C'est pour ça qu'il y a des stratégies. Il n'y a pas une stratégie mondiale de l'hydrogène, il y a des stratégies. Et ces stratégies, en fait, vont dépendre de quoi? Finalement, de la volonté ou non de décarboner. C'est-à-dire de tenir des objectifs climatiques ou des objectifs qualité de l'air. Va dépendre des ressources. Est-ce que j'ai du renouvelable? Est-ce que j'ai du gaz? Est-ce que j'ai du pétrole? Est-ce que j'ai du nucléaire? Après, ça va dépendre aussi de la robustesse du réseau, mais du réseau électrique et du réseau gaz. Et enfin, ça va dépendre de la capacité d'innovation et de la force de l'industrie du pays. Donc on voit les critères sont les mêmes partout, mais la réponse à ces critères dépend d'un pays à un autre, et du coup, sa stratégie va s'orienter là où il est le meilleur. Ce qui veut dire aujourd'hui, 80 stratégies, il y en a qui vont dire je ne veux faire que du renouvelable, d'autres ils vont dire non, moi je vais continuer à faire à partir du fossile, il y en a qui vont dire je vais faire les deux, il y en a qui vont dire je vais exporter, d'autres je vais importer. Voilà, donc le maître mot, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, pour chacun, le maître mot c'est la décarbonation. Et c'est pour ça qu'il faut savoir qu'une fois qu'on a produit cet hydrogène, il aura les mêmes propriétés physico-chimiques, quelle que soit son utilisation.
Donc c'est pour ça qu'on a parlé parfois, on entend parler de couleurs, vert, bleu, jaune, double, tout ce que vous voulez, noir, blanc. Je veux dire, c'est la mauvaise approche. C'est la mauvaise approche si on veut faire de la décarbonation. Donc c'est une chose que vous voulez retenir aujourd'hui, les couleurs, vous les rangez, vous oubliez, c'est pour du coloriage, ça fait joli. Ouais, ça mais fait joli c'est quand pas, même. oui, voilà, mais c'est pas pour caractériser la propreté et le côté bas carbone de l'hydrogène. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en place au niveau international à travers des normes, des réglementations, où on définit par des mots la qualité de l'hydrogène, et c'est ça qui doit après générer et créer ce marché de l'hydrogène au niveau mondial. Donc on a compris, on dit plus vert. On parle plus de vert, on parle de De renouvelable. ni de gris, ni de... Et d'ailleurs, vous regardez, la stratégie européenne n'a pas de couleur. La stratégie française a 3 catégories d'hydrogène: l'hydrogène renouvelable, de l'hydrogène bas carbone et de l'hydrogène carboné. Ce qui compte, c'est l'empreinte carbone. Voilà, c'est pas la couleur. On a le sens des mots en France. Florence Lambert, merci d'être avec nous. Vous avez une particularité avec Laurent. Je vais le dire, vous êtes tous les deux pur produit CE Aliten. Exactement. Alors, je ne veux pas, évidemment, faire du partenarial, mais c'est un fait. Vous avez travaillé ensemble. Oui. Vous avez travaillé sur le même sujet, l'hydrogène. Et aujourd'hui, racontons-nous cette histoire qui fait que vous ayez non pas quitté le CE Aliten, vous avez dirigé, mais vous avez tenté une autre aventure, évidemment en restant dans l'hydrogène. Vous faites quoi aujourd'hui et comment ça s'est passé ce déclic de passer du CE Aliten à la production, on va dire? Alors, effectivement... Il faut rapprocher le micro. Voilà. Vous m'entendez? Oui, effectivement, passer 8 ans dans ce bel institut qu'est le CE Aliten, et vous aurez François Le Galland tout à l'heure. Alors, on est quand même à la fois dans la recherche à Grenoble, mais dans ce qu'on appelle la recherche technologique. C'est-à-dire qu'on est quand même très très proche de l'industrie, avec non seulement des laboratoires, mais aussi beaucoup de lignes pilotes, non seulement des chercheurs, mais beaucoup de personnes qui viennent de l'industrie, et avec tout le temps ce sujet de passage de la recherche à l'industrie. Et à force de rêver d'industrie, la chercheuse que j'étais a vraiment utilisé cette opportunité dans France 2030, parce que dans France 2030, le formidable message d'espoir, c'est qu'on réouvre des usines, on a de l'aide de l'État français pour justement dérisquer, pour repartir dans ce que pour moi j'appelle une ère de nouvelle révolution industrielle, parce que souvent on part d'une nouvelle technologie, nouveau marché. Et donc j'ai pris une technologie dite électrolyse haute température qui avait beaucoup de brevets, plus de 40 au CE Aliten. Et en ayant 40, en fait, on était numéro 2 au monde, donc en matière d'inventivité, pour créer la société Genvia que je dirige aujourd'hui, donc qui est une société qui vise le développement et la production de ces électrolyseurs haute température et qui ont la spécificité, alors on va faire très très vite, c'est d'électrolyse. On a tous en tête nos cours de chimie du collège, on met 2 électrodes dans l'eau, on fait passer un courant et d'un côté on produit de l'hydrogène, de l'autre côté l'oxygène. Ça c'est l'électrolyse, ça marche tout le temps. La particularité de Genvia, c'est qu'on va le faire à haute température. Et au lieu d'électrolyser de l'eau liquide, on va faire de l'eau gazeuse, de l'eau déjà vaporisée, ce qui fait qu'on a besoin de moins d'énergie. Donc le rationnel, et c'est pour ça qu'on rentre complètement dans la décarbonation, c'est que sur la base des électrons, on va faire plus d'hydrogène ou alors d'hydrogène moins cher. Donc c'est vraiment ça le rationnel de Genvia. Alors on ne l'a pas fait tout seul. Et c'est ça aussi qui est assez atypique, c'est-à-dire qu'on l'a fait avec un consortium d'acteurs. Donc, actionnaire de Genvia majoritaire, j'ai à la fois le CEA, à la fois le groupe Schlumberger, maintenant SLB, donc qui était une ancienne start-up d'il y a 100 ans, française, et puis d'autres acteurs qui vont plutôt utiliser ces molécules d'hydrogène pour se décarboner, donc Vinci, Vicat, et une région, alors pas Auvergne-Rhône-Alpes, même si nous sommes présents, nos racines restent et demeureront en Auvergne-Rhône-Alpes, mais nous allons produire en Occitanie, parce qu'on travaille sur de la conversion d'emplois, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Les emplois, on va en parler à la fin, mais quand même, c'est ce qu'on appelle une gigafactory, ce que vous allez faire? Alors, moi je suis prudente. Parce qu'on m'en parle beaucoup. Je pense exactement, et je trouve qu'on galvaude beaucoup ce sujet de giga. Il va falloir, donc, dans ce marché hydrogène, on part de cette page blanche, on développe. On est en train vraiment de mettre en place le marché. Et moi, je parle plutôt de ma factory qui, petit à petit, deviendra giga. C'est-à-dire avec une capacité équivalente de faire 1 gigawatt d'électrolyseur. Mais je produis déjà à Béziers. Donc, l'usine est très, très ancienne. Pour ceux qui aimaient l'aéronautique, en fait, elle a plus de 100 ans.
Donc c'est une usine en briques rouges qui a fait des parties de Fouga Magister, qui travaillait essentiellement... Avion d'entraînement de Exactement, l'armée de l'air. donc elle a une âme cette usine. Hein. Donc avec un cœur de métier sur la métallurgie, sur l'assemblage métallique. Donc plus récemment, les personnes produisaient des organes de sécurité pour les puits de pétrole et étaient vraiment de plein fouet dans l'oscillation du marché du pétrole. Et en fait, en créant Genvia là-bas, on a fait vraiment quelque chose de win-win, hein, c'est-à-dire qu'à la fois on a pu garder cet emploi, donc traditionnel, mais complètement réinjecté dans la fabrication d'électrolyseurs. Donc on a gardé cet emploi. Et pour Genvia, quand je démarre l'entreprise en mars 2021, en fait, je récupère plus de 40 ouvriers spécialisés dans l'industrie, aux meilleures vraiment références d'industrialisation 4.0. Et ce qui permet, c'est l'autre caractéristique de Genvia, d'aller très très vite. C'est-à-dire qu'on a commencé en mars 2021, on produisait en novembre, on a notre première ligne pilote qui a été inaugurée l'année dernière, et là nous faisons sortir de terre notre premier système, donc de 300 kW, ou qui va faire 200 kg d'hydrogène par jour pour une application avec ArcelorMittal. Cette aventure industrielle, forcément, elle vous place sur un marché, on l'a vu, qui est international. Donc vous avez regardé un peu la concurrence, vous avez benchmarké, fait cette étude de marché pour parler français. C'est une compétition aujourd'hui où vous vous sentez encore start-upper? C'est une compétition internationale. C'est parti en fait. À la fois, nous nous sentons start-upers sur le fait qu'on fait alors, ce qu'on appelle en bon français ce concurrent engineering. On développe la technologie en même temps que les méthodes de fabrication et les premiers usages. En revanche, c'est clair, on a aujourd'hui beaucoup d'intérêt et d'injection de l'État français dans France 2030, 200 millions d'euros que nous avons eus. Mais ce n'est pas juste pour faire un bon coup. L'idée, c'est d'être compétitif à l'échelle internationale et produire moins de 2 euros du kilo d'hydrogène. Sinon, il faut oublier. Donc, évidemment, on se benchmark. Comme je le disais, un des rationnels en fait, de tout ça, c'est que nous sommes partis dans une technologie où aujourd'hui, on est peu copié. Il y a 3 grands fabricants dans le monde, un aux États-Unis, un au Danemark. Nous, on fait partie justement des nouvelles générations qui arrivont. Mais je pense que demain, on le sera. D'où cette connexion avec la recherche technologique grenobloise, parce que je suis convaincue qu'avec toutes les usines qui se lancent, hydrogène, mais ça marche aussi sur les batteries, on ne se battra pas uniquement sur les coûts de production. On va réussir parce qu'on aura un coup d'avance, à la fois sur la technologie, sur les procédés de fabrication et sur les usages. Donc c'est un marathon qu'on s'apprête à faire, et c'est pour ça que la connexion avec Laurent et avec le CEA Liten ne fait que commencer, parce que c'est comme ça que sur la microélectronique, on a pu garder ce consortium industriel au meilleur niveau mondial. C'est parce qu'il faut vraiment s'apprêter à faire des temps longs et à jouer cette carte de l'innovation avec des produits différenciants, mais à des coûts compétitifs. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire. Alors quand je parlais c'est pas gagné, c'est pas gagné, parce que pour moi, juste un des points, c'est que en fait, souvent, et c'est pour ça que j'aime pas trop ce mot Gigafactory, parce qu'on se dit, ça y est, il y a une annonce politique, il y a un chèque, il y a éventuellement un terrain, un bâtiment, et ça y est, les industriels de l'hydrogène, vous allez gagner. On est quand même en train, dans cette révolution industrielle que je mentionne, de reconstituer complètement le tissu industriel qu'on a quand même perdu en France, en Europe. Donc je parle de tissus d'équipementiers qui sont quand même là pour faire les usines. Et donc il ne faut pas créer de fantasmes en disant ça va se faire demain. On est en train de le faire, on crée un mouvement, on va très très vite, on veut être compétitif, mais ça va quand même prendre au moins une décennie pour arriver à faire émerger ces gigafactories. Donc 10 ans, c'est un moyen terme, c'est pas du très très long terme. Oui, c'est-à-dire que si on se projette un peu, tout simplement, d'ici 2035, on aura une industrie un peu installée, on aura des normes claires, cher Laurent Anthony, c'est-à-dire que tout le monde parlera la même langue, on utilisera les mêmes mots, et on aura une capacité de décarboner l'industrie et une capacité de faire se mouvoir la mobilité lourde qui sera beaucoup plus facile. Si je me projette à 2035, dessinez-moi un petit peu le monde, comment il sera? Alors, le monde de l'hydrogène, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Moi, je suis très convaincue que cette molécule hydrogène va s'imposer face à de la production décarbonée, donc à la fois renouvelable, mais aussi nucléaire. Donc après, moi, je m'inscris dans le fait qu'il va y avoir tout un tas de solutions.
Il va y avoir des connotations sur la mobilité. Laurent en a bien parlé tout à l'heure. En France, il y a eu plutôt un parti pris. Je suis assez persuadée qu'il y aura aussi des rattrapages technologiques ailleurs dans le monde sur la mobilité hydrogène. Tout simplement parce que ce qu'on oublie souvent de se dire, c'est que quand on veut recharger donc, une batterie, donc si on veut faire de la petite mobilité électrique, il faut un super bon réseau électrique. Donc c'est bien, on l'a en France, en Europe, mais par exemple dans des pays en développement qui n'ont pas ça, ça sera peut-être beaucoup plus facile de pousser des molécules d'hydrogène ou de les transporter que de refaire des lignes. Donc je m'attends à avoir des rattrapages technologiques comme on a pu l'avoir dans la téléphonie sur la mobilité. Parce qu'il n'y a pas une solution en fait. Non, il n'y a jamais exactement, une seule et solution. ça va être pas qu'une solution d'ingénieur. D'ailleurs, vous savez, je suis académicienne et souvent j'en parle beaucoup à l'Académie des technologies avec mes confrères. Souvent, ce monde de l'énergie met à mal un peu nos réflexes d'ingénieur et de rendement. C'est une histoire de compétitivité, de rendement, mais aussi de disponibilité des solutions par rapport à un contexte. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de tout ce bouquet de solutions. Donc je vous ai parlé de la mobilité. Sur l'énergie, pour moi, il y aura une coexistence en fait, et d'énergie renouvelable et de nucléaire, puisqu'on sera vraiment sur cette nécessité de produire de manière décarbonée. Et en fait, dans Genvia, on anticipe, parce que nos premiers marchés vont être sur la décarbonation de l'industrie. Des temps longs, Sophie Sidos, avec vous, en parlait tout à l'heure. Ah oui, très long mais même. assez vite. C'est une solution qui va se coupler très très bien au nouveau nucléaire. D'ailleurs, on le travaille avec l'État français, avec une équipe de France. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Genvia avec un SMR, ça va faire 10% des besoins en consommation d'hydrogène en France. En fait, donc à la fois des soucis, vous voyez, des sujets de compétitivité, mais aussi de souveraineté. Alors l'idée, c'est bien sûr de se comparer par rapport à cet hydrogène transporté, d'être compétitif, c'est évident. Donc produit ailleurs dans des sweet spots, transporté, donc il faut qu'on soit compétitif. Mais il ne faut pas oublier que le fait de pouvoir produire en France, donc non seulement nos électrolyseurs, mais produire ensuite l'hydrogène en France, permet quand même de se désensibiliser sur des soucis géopolitiques. Emmanuel Bensadoun, France Hydrogène, vous fédérez, oui, mais vous allez voir, ça va s'ajuster. Vous fédérez l'écosystème hydrogène en France. On a vu qu'il était actif, on a vu qu'il était sur une échelle, pour l'instant, en devenir, on va dire. L'échelle de 1 à 10, on peut dire que c'est les 10 ans. Voilà. Et on va dire que cette année, c'est la première grande année. Allez. C'est comme ça que ça se passe en France, qu'on parle beaucoup forcément de ce bassin, mais d'autres régions, on a vu, d'autres régions en Occitanie, pardon. La journée va être longue. En Occitanie, on se met en disposition. Il y a d'autres régions en France comme ça qui fédèrent. Vous sentez ailleurs sur le territoire que l'hydrogène est en train de gagner du terrain petit à petit? Oui, bonjour. Donc, on a en effet, on a à France Hydrogène plusieurs délégations régionales, donc dans toutes les régions métropolitaines, mais maintenant aussi en Corse. Il faut vraiment le rapprocher. Moi, je m'entends bien. Voilà. Parfait, merci. Donc voilà, donc je crois qu'on a maintenant 14 délégations régionales et en fait toutes les régions sont actives sur l'hydrogène. Simplement, elles focalisent leur effort et leur intérêt sur les spécificités justement territoriales qui les concernent. Donc pour certaines régions, plus sur la mobilité. D'autres régions sont plus focalisées sur l'industrie, comme la Normandie ou le bassin de Fos-sur-Mer. Donc on a des bassins, on a les zones industrielles ou portuaires qui regroupent beaucoup d'activités, que ce soit au niveau des usages ou de la production d'énergie. Et donc oui, toutes les régions sont actives. On a aussi les activités transverses, notamment les bassins, l'emploi, la compétence et la formation. Donc des régions qui se positionnent, comme la Bourgogne-Franche-Comté, énormément sur cette thématique et l'ambition de devenir en fait une académie de l'hydrogène nationale. Donc oui, on peut dire qu'aujourd'hui toutes les régions sont concernées et l'hydrogène se déploie avec pas mal de projets sur toutes les régions. Vous sortez tous d'Evolution, j'imagine que vous y étiez, à moins que vous ayez été empêché. Qu'est-ce qui ressort de cette édition, on va le dire, de ce grand rendez-vous annuel de l'écosystème hydrogène? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ces 5 jours, 3 jours de travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Est-ce que vous sentez quelque chose de différent? Parce que ça progresse d'année en année. En fait, Evolution, c'est une croissance exponentielle. Moi, je me souviens Evolution il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était au Parc Floral. Allez, ça faisait 2 salons et voilà, les Français étaient là. Aujourd'hui, Evolution, c'est 2 halls du parc de la Porte de Versailles. Donc, salon d'exposition. 570 exposants,
23 pays présents. Voilà, en plus du sommet, donc c'est vraiment, et là vous voyez, et ça a été mentionné tout à l'heure, aussi bien des acteurs académiques, industriels, mais industriels, les grands promoteurs, on a parlé de Ivia, aussi de Stellantis, mais il y a aussi les fabricants des différents composants, des radiateurs, des vannes, des compresseurs, et pas uniquement de la pile à combustible ou de l'électrolyseur. C'est vraiment l'ensemble de la chaîne de la valeur hydrogène et de la chaîne d'approvisionnement qui est là, au niveau maintenant mondial. Et Evolution, c'est devenu, je crois, le plus grand événement hydrogène d'Europe sûre, voire du monde, de par sa grandeur. Et surtout, on voit aussi des gens, et les gens, ils viennent justement pour acheter, pour faire un peu des alliances, pour justement leur capacité de production. Donc là, non, c'était vraiment un bel événement. Et ça permet aussi, et là c'est aussi, je vais peut-être rebondir sur un des nouveaux aspects de la stratégie nationale française, c'est autant la première partie en 2020, on ne parlait pas d'international, que là dans la révision de la stratégie nationale, on commence à intégrer une diplomatie internationale de l'hydrogène. Et là, par la présence de 20 pays, eh ben, il y avait quasiment tous les soirs 2-3 réceptions dans des ambassades pour justement nouer des liens entre les acteurs français et ces pays. Je cite par exemple le Chili, le Brésil, le Canada, la Finlande, le Danemark. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de pays qui se disent on se sert de l'opportunité de Evolution pour accélérer, faciliter ces échanges aussi entre les pays et qu'on aille tous ensemble. Donc voilà, Evolution, c'est un bel événement hydrogène. Florence, vous l'avez vécu de l'intérieur, cette progression incroyable en 10 ans. Oui, complètement, puisque en fait, en 2013, m'avait été confié à l'époque par le ministre de l'économie Arnaud Montebourg, puis repris par Emmanuel Macron, ce qu'on appelait la nouvelle France industrielle, dans une ère où c'était absolument pas à la mode, où on a pour la première fois planché en Conseil des ministres et amené le sujet jusqu'à la première stratégie de l'hydrogène en 2018. Donc à cette époque, on était, je disais souvent, en dessous du niveau de la mer sur ce sujet hydrogène. Donc c'est pour ça que je le regarde avec des yeux aussi, pour moi, presque maternels. C'est-à-dire, attention, pour moi, l'hydrogène sera majeur. Je fais toujours très très attention dans les annonces de ne justement pas dire que l'hydrogène remplacera tout et qu'au contraire, on va travailler cette complémentarité des solutions. Par contre, le signal que dit Laurent à côté sur cette croissance exponentielle, et là, il ne faut pas s'en tromper, c'est que vraiment, le marché commence à arriver, les acteurs y vont, y compris des acteurs qui n'étaient absolument pas présents. Et c'est ce mouvement-là qui est intéressant et qui fait qu'il y a un avant-après. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il faut peut-être un peu séparer parfois le grain de livret, les tours de manche par rapport aux vrais sujets industriels dont les sillons se tracent. Mais on en parlait là avec HRS, avec d'autres acteurs donc, qui courageusement font un sillon industriel. Et c'est pour ça que je suis très attentive à ça, pour qu'au contraire, on construise sur la base de cette vraie culture industrielle qui est en train de se mettre en place. Et pas sur des effets de manche. Vous l'avez vu à France Hydrogène, cette croissance, parce que c'est pareil, France Hydrogène, c'est un regroupement, une association à la base, comme souvent en France. Elle a 10 ans, je crois, un peu plus que ça. L'histoire de France Hydrogène remonte à plus que ça, puisque on était auparavant, on avait un autre nom, donc ça s'appelait l'AFIPAC, donc l'Association française de l'hydrogène et des piles à combustible. Vous étiez combien à l'époque ? Un et demi. Un et demi. Ouais. On est un. D'accord, c'est une association à 1. Je ne savais pas que ça existait. De personnes au sein de l'association, pas en membres. Ah, bah alors moi, ma question, c'est les membres. Combien de membres au départ ? Au départ, une dizaine. Ouais, ça a été initié beaucoup par Air Liquide et le CEA. J'imagine que les grands centres de recherche, le CNRS a rejoint, et les gros industriels porteurs du sujet. Et aujourd'hui, oui, 460 membres dans l'association, donc des industriels, des grands groupes, des PME, des centres de recherche donc, et des collectivités territoriales. Et en effet, voilà un salon qui représente bien ce déploiement et la mise en route en fait, du système. Donc ça fait 3 ans que la stratégie française a été initiée. On en est aujourd'hui qu'à 30 MW environ de projets déployés, de projets d'électrolyse déployés sur le territoire, pour un objectif à 2030 d'environ 6,5 gigawatts, donc qui est maintenu par la France, par le gouvernement français sur la révision de cette stratégie. Donc
En fait, c'est très peu, et en même temps, un projet industriel, quand on connaît l'industrie, on sait qu'on ne déploie pas une usine de production d'hydrogène en 2 ou 3 ans, ou alors un démonstrateur ou une petite unité. Donc, d'une part, on a la maturité technologique à acquérir, la maturité industrielle et les projets à lancer. En fait, quand on regarde un petit peu plus loin, on voit qu'on a 300 mégawatts de projets qui ont dépassé le stade de la décision finale d'investissement, donc ils sont en construction. Et on a à peu près 4,5 gigawatts de projets à 2030 qui ont passé le stade de l'étude de faisabilité et donc qui sont pour une part d'entre eux déjà fléchés vers des financements par l'intermédiaire des projets industriels d'intérêt européen commun ou qui seront éligibles au titre du mécanisme de soutien à la production d'1 gigawatt français. Donc les choses sont en marche et l'objectif de 6,5 gigawatts à 2030 est très ambitieux. Néanmoins, les projets sont là et d'autres annonces vont arriver. Donc si ce n'est pas 2030, ça sera 2031 ou 2032. Mais les objectifs sont là et ça avance. Est-ce qu'on peut parler de révolution énergétique? Parce que je vois bien, hein, parce que c'est foudroyant en fait. Si on regarde ça à l'échelle du progrès, de la technologie, avoir ces croissances sur quelques années, Oui. c'est le seul secteur où ça se passe comme ça en ce moment? Non, je pense qu'on peut parler de l'énergie en général aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je parlais aussi non seulement de révolution industrielle, mais de révolution énergétique, avec un sujet qui tend vers de la décentralisation des moyens de production. Et ce qu'il faut voir, c'est que justement, l'hydrogène a une formidable aussi opportunité au milieu de tout ça, de lier, d'être ce trait d'union, parce que finalement, qui dit intermittence dit besoin de stockage. Donc en faisant ça, on a la nécessité de vraiment adresser la question de la mobilité par rapport à la production. Et puis, ce que va apporter en plus l'hydrogène, c'est la connexion avec la grande industrie. D'où les réflexions sur la formation de ces hubs énergétiques. Donc Sophie Sidos disait peut-être pas beaucoup encore de rassemblement, mais pour moi, c'est un des sujets où on voit justement que les grandes industries, alors je parle concrètement d'acierie, de chimie, de cimenterie, qui vont peut-être finalement devenir aussi des centres de production d'énergie. Donc on peut imaginer, tout à l'heure je vous parlais de petits réacteurs nucléaires, mais qui vont aussi servir non seulement à faire de l'hydrogène, mais aussi les molécules de demain dérivées de l'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on va avoir non seulement des bouleversements technologiques, mais probablement de modèles économiques et de rassemblement de ces acteurs qui avant ne se parlaient jamais. Pardonnez-moi, moi j'ai 25 ans d'expérience dans l'énergie. Quand on faisait du renouvelable, vous testiez votre panneau solaire dans un coin et puis c'était tout. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment comprendre cette question, il faut appréhender l'impact de la mobilité ou des mobilités et puis son impact dans l'industrie. Donc la problématique est beaucoup plus large, étendue. Ce qui veut dire qu'à terme, vous avez parlé de quelque chose qui est important et qu'il faut qu'on explique peut-être. Si on a des énergies alternatives, le soleil, le vent, on a du nucléaire. Oui. S'il n'y a pas de soleil et pas de vent, si on ne veut pas aller chercher ou une immédiateté d'énergie pas forcément disponible, en fait l'hydrogène, c'est de l'énergie qu'on stocke et qu'on peut utiliser quand on en a besoin. Donc ça va permettre de faire le lien entre le renouvelable et le nucléaire. Ça va permettre du stockage. Alors, entre autres. Entre autres, parce qu'il y aura aussi d'autres formules de stockage. Donc ça sera ce trait d'union, mais ce sera aussi la molécule qui va pouvoir se transformer en molécule d'intérêt et faire le carburant de synthèse de demain, notamment pour l'aviation ou pour d'autres sujets. Donc on peut parler d'hydrogène, de méthanol, etc. Donc c'est vraiment toutes ces passerelles-là qu'on est en train d'ouvrir. Laurent ? Oui, juste pour compléter un peu ce que dit Florence. Ce que je disais tout à l'heure, le maître mot, c'est décarbonation. C'est ça notre objectif. Pourquoi on le fait? C'est pour qu'on puisse vivre aussi bien, voire mieux demain qu'aujourd'hui, mais dans un monde décarboné. Et si on veut décarboner, ça va se passer par l'électricité, par les molécules. L'électricité la plus décarbonée au monde aujourd'hui, c'est l'électricité nucléaire. Ce sont, je veux dire, les analyses de cycle de vie qui le démontrent. Ce n'est pas des dogmatismes. Et bien sûr, avec les énergies renouvelables. Donc, c'est les deux solutions d'électricité bas carbone, nucléaire et renouvelable, donc complémentaires. Le problème de l'électron, c'est le stockage.
Et là, l'hydrogène, justement, c'est la solution de stockage long terme, transport longue distance Et massive. massive, c'est l'hydrogène. D'où la complémentarité de l'électron et de l'hydrogène que j'évoquais avant. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur de pourquoi a-t-on besoin d'électricité, si l'on regarde les chiffres, quel est l'objectif de l'hydrogène à l'horizon 2050, à peu près 13% de l'énergie mondiale, il faudra autant d'électricité pour produire ces 500-600 millions de tonnes d'hydrogène que d'électricité que nous consommons aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter cette bataille, je veux du renouvelable, je veux pas de nucléaire, ou je veux du nucléaire, je veux pas de renouvelable. Nous aurons besoin de toute capacité de production d'hydrogène bas carbone. On a besoin des deux. Et c'est pour ça que vous regardez l'Agence internationale, à la dernière COP, 28 à Dubaï en décembre, et on a dit qu'il faut faire x3 les capacités de renouvelables, mais il faut faire x3 les capacités de nucléaire. Donc on est bien aujourd'hui un peu sorti. Il faut vraiment se mobiliser là-dessus. Et par rapport à cette quantité, Florence disait tout à l'heure, effectivement, il y a une concurrence pour la production par électrolyse. Mais en fait, je dirais, c'est entre guillemets une concurrence. Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel l'a dit, la France veut 6500 gigawatts par électrolyse. Sur ces 6500 gigawatts, il y en a pour l'instant 30 en opération, 200. Exactement. 6500 mégawatts, par exemple. Pardon, 6500 mégawatts, il y en a 300 prêts à partir, 30 qui fonctionnent. Dans le monde, c'est à peu près la même capacité. Aujourd'hui, c'est à peu près 1%. Donc aujourd'hui, le problème, c'est si on veut aller vite, il faut que toutes les usines puissent se développer au maximum. Donc aujourd'hui, on est plutôt en train de chercher un maximum de gens qui investissent dans la fabrication d'électrolyseurs pour pouvoir fournir cette demande en électricité décarbonée. Ah, l'investissement. Petite question triviale, c'est le moment d'investir dans l'hydrogène. Ah oui. Mais je crois qu'il y a des fonds d'investissement d'ailleurs spécialisés. On donnerait les... On a tout à fait. Aujourd'hui, en fait, la partie investissement qui aussi se spécialise, donc qui à la fois peut accompagner des aventures comme Genvia, où on est vraiment à dérisquer de la technologie pour la produire, jusqu'à des sujets en fait de projets plutôt d'infrastructures avec en fait des écosystèmes qui vont aller jusqu'aux utilisations. Et on a besoin de tout ça. C'est clair que l'État fait beaucoup de choses sur ce sujet. On parlait tout à l'heure justement de ce qui s'est passé à la COP. Je voudrais juste faire un petit cocorico parce que l'État français, et en particulier Agnès Pannier-Runacher, a porté vraiment ce combat de raison au niveau de l'Europe, qui parfois était très idéologique pour vraiment l'avoir suivi, et qui fait que demain, il faut être pragmatique, il faut des électrons décarbonés, et la France a été pionnière sur ce sujet-là vraiment. Et juste pour réagir à la COP, parce que parfois on peut lire dans la presse récente qu'il y a un blues de l'hydrogène. Allez-y tranquille avec la presse. Voilà. Mais c'était pas le Dauphiné Libéré ni Groupe Ebra. C'était un autre qui parler de blues de l'hydrogène. Effectivement, quand on voit Evolution, il n'y a pas de blues de l'hydrogène, ça continue. Après, effectivement, il y a un retour à la réalité. Et comme l'a dit Florence, pendant des années, l'hydrogène a été vendu, survendu. Certains élus s'en sont servis pour raconter une belle histoire. Et maintenant, on retourne à la vraie vie. À la réalité. À la réalité qui est bien de dire on ne peut pas passer d'une échelle de mégawatts au gigawatt en un claquement de doigts et en un an. Et notamment par rapport à cette révolution énergétique, je pense que là, ça sera peut-être une transition aussi pour la table ronde d'après. Il faut que on se rend compte qu'on est en train de vivre un changement de modèle énergétique. Et ça, on le vit une fois par siècle. 2 fois par siècle maximum. Voilà, donc je veux dire, tous les jeunes qui investissent dans ce changement, moi je suis très content, on a la chance de vivre à une période où on est en train de changer notre système énergétique, et ça n'arrivera peut-être pas pour notre prochaine génération, parce qu'on l'aura déjà initié. Donc vraiment, ça doit attirer toutes les forces vives que certains utilisent pour investir dans les énergies alternatives, et notamment l'hydrogène. Alors nous, évidemment, on croit à l'innovation, sinon on ne serait pas là, puis on n'aurait pas mis autant d'énergie pour ce rendez-vous. Ce qu'il faut dire schématiquement, d'accord, pour faire beaucoup d'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité. Pour faire beaucoup d'hydrogène décarboné, il faut beaucoup d'électricité nucléaire, décarbonée. Décarbonée. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Visiblement non, parce qu'il y a une politique d'installation alors, je n'ai pas les mots, excusez-moi, de petits réacteurs nucléaires, etc. Vous avez parlé, et je voulais en parler avec M. Buis, mais j'en reparlerai avec lui, parce que pour moi c'est stratégique, c'est très important, de ces petits infra-hubs. C'est-à-dire que demain, au plus près des besoins d'énergie décarbonée, on pourra avoir des unités de production, en fait, c'est ça.
Tout à fait. Donc, ce qu'on imagine, parce qu'il y a la notion de rentabilité qui est très importante, et le fait de pouvoir, par exemple, partager des électrolyseurs qui vont être de plus forte puissance va contribuer au modèle économique. Donc, on peut imaginer, c'est le cas de Fos-sur-Mer, hein, par exemple, d'avoir des sites industriels qui vont plutôt se concentrer, où justement l'approvisionnement en électrons décarbonés va être fait par un mix et de centrales renouvelables, mais aussi de centrales nucléaires. Et puis ensuite, il y aura aussi, pourquoi pas, une gestion de ces stocks d'hydrogène qui sera faite soit pour alimenter des sujets de mobilité, soit pour se transformer et être valorisé en carburant de synthèse. Alors moi j'aime bien les exemples. Fos-sur-Mer, on va resituer. Alors Solmer, aciérie. Alors l'acier c'est consommateur d'énergie, mais pas que. Il y a tout un écosystème qui s'est créé. C'est mon principal client, ArcelorMittal. Hein. Aujourd'hui, on va faire une démonstration en 2025, alors pas sur Fos, mais à côté. Et l'hydrogène va avoir un apport majeur dans les aciéries. Donc, à la fois remplacer l'hydrogène aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'acier utilise beaucoup d'hydrogène, notamment pour donner des propriétés aux aciers. Hein. C'est le cas du process d'aniline à Saint-Chély-d'Apcher. Donc là, plutôt que faire de l'hydrogène sur base de gaz, de méthane, de vaporéformage, qui du coup produit du CO2, on va le faire de manière électrolytique en remplacement sur les sites. C'est le premier usage. Le deuxième, c'est tous les fours, en fait, qui peuvent être plus ou moins importants, qui aujourd'hui sont sur base de méthane. L'idée, c'est qu'on va modifier l'équipement sur ces sites et les faire fonctionner sur une base d'hydrogène. Et c'est vertueux, parce qu'en fait, souvenez-vous, mon petit cours très rapide de chimie, donc non seulement je fais de l'hydrogène, mais aussi de l'oxygène. C'est vertueux parce que ces fours vont faire ce qu'on appelle de l'oxycombustion. Donc ça va marcher mieux, il faut juste retenir ça. Ils vont utiliser de l'hydrogène et de l'oxygène en même temps, et ça va être beaucoup plus efficace. Et puis il y a un dernier point, parce qu'au bout du bout, il y a quand même parfois un CO2 ultime, hein, quand on a tout électrifié, remplacé. Donc c'est là où l'hydrogène va se combiner avec ce CO2 pour faire du carburant de synthèse, du méthanol, etc. Donc on va les rendre productrices d'énergie pour d'autres secteurs, ces industries régaliennes. C'est joli. Ah oui, mais c'est quand concrètement? C'est quand? 15 ans, 10 ans 2025 pour Genvia. 2025. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les lycéens et collégiens le rendez-vous est pris. Oui, le rendez-vous est pris, je viendrai avec plaisir. Les lycéens et collégiens qu'on voit ce matin, il y en a 3000 qui visitent Tech Fest pour s'inspirer et puis pourquoi pas choisir de rejoindre vos métiers, par exemple. Et on a besoin d'eux, oui. Oui, dans 20 ans, ils verront cela. Ils verront cette industrie décarbonée avec cet hydrogène massivement produit de façon vertueuse, j'ai pas dit la couleur, hein, de façon décarbonée. Alors, j'espère que d'abord ils y contribueront, c'est-à-dire que j'espère les faire venir dans mon usine. Hein. Aujourd'hui, on mène beaucoup de campagnes justement parce que l'usine aujourd'hui, une usine d'électrolyseurs, il y a beaucoup de digital, on fait de la réalité augmentée, donc j'espère les convaincre que ça ressemble plus à Germinal et qu'au contraire, il faut venir nous voir et que ils vont avoir les yeux qui brillent et avoir une carrière nourrie. Et puis j'espère que oui, ils verront les exemples concrets d'ici 2030. Il faut d'abord qu'ils commencent par faire de belles études. C'est pour ça qu'on les prend, nous, au niveau du collège et au niveau du lycée. Je vous remercie à tous les trois. Je pense que Wang Bui va nous rejoindre dans quelques instants, mais on va parler avec Fabrice Lemoine que j'invite à me rejoindre. On va parler d'innovation. Merci, je vais garder les micros. Sinon, on va avoir du mal à faire parler les autres. Je vais appeler Julia Cora pour Hydrogène Europe Recherche, François Le Galland pour le CEA Liten, et Johan Chatillon pour Lixium, responsable du programme d'innovation. On va parler d'innovation et quand M. Bui viendra, eh bien, nous parlerons avec lui justement plus en détail de cette feuille de route. Donc j'espère qu'on ne débordera pas trop. Ça va depuis tout à l'heure ? Ça va bien. Vous voyez qu'on a beaucoup parlé. Je vais commencer avec vous, Fabrice Lemoine, parce qu'il faut qu'on trace le PEPR en quelques minutes. Le PEPR, alors vous devrez partager un micro, hein, je suis désolé. Vous nous dites ce que c'est que le PEPR en quelques minutes. Je laisse respirer CEA Liten, il en a beaucoup été question, hein, vous m'en voudrez pas. Hein. Alors, le PEPR, décarbonation de l'industrie, hein, il ne s'agit pas d'un PEPR sur l'hydrogène, il y en a un autre. Mais un PEPR, c'est quoi, littéralement? C'est un programme de recherche. C'est un programme de recherche ambitieux, qui est porté par France 2030, qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'accélération, en l'occurrence la stratégie d'accélération de décarbonation de l'industrie, donc avec une feuille de route de l'État qui vise à mettre en place un programme de recherche pour préparer les technologies de décarbonation de l'industrie de demain. Pourquoi on parle de ça? Parce que maintenant, on va aborder
Ce qui fait que l'hydrogène est là où il est aujourd'hui. C'est une tech, c'est de l'innovation, l'hydrogène. C'est partir de quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas, qui n'est pas préexistant. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'extrait pas, qu'on ne va pas chercher, et ça devient une énergie. Dans le cadre de votre mission, votre rôle, c'est de détecter les solutions qui vont aider à décarboner l'industrie. J'imagine que l'hydrogène, et c'est un sujet que vous connaissez bien d'ailleurs, en fait très largement partie, on l'a vu. Oui, alors absolument. L'hydrogène est capital pour décarboner l'industrie. C'est une des solutions. Alors peut-être pour donner quelques exemples un petit peu concrets, je crois que Florence Lambert a parlé de décarbonation de la chaleur. Donc il faut savoir que la chaleur, quand on va décarboner l'industrie, le premier élément à décarboner, c'est la chaleur. L'industrie utilise énormément de chaleur pour transformer la matière. Donc on a besoin de beaucoup de chaleur. Cette chaleur, aujourd'hui, elle est fabriquée avec des énergies fossiles. Donc on peut aller vers de l'électricité, mais on a besoin de beaucoup de chaleur à haute température aussi. Donc on peut aussi aller vers de l'hydrogène pour produire cette chaleur, par de la combustion de l'hydrogène. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose extrêmement importante, donc sur la question de l'hydrogène, si je prends le secteur de l'acierie, c'est 7-8% des émissions mondiales. Pour deux raisons, en fait. Parce qu'on a une réaction chimique à très haute température qui va transformer le minerai de fer, donc qui est un oxyde de fer, en fer. Donc c'est une réaction à haute température et qui nécessite un agent réducteur. L'agent réducteur qu'on utilise aujourd'hui, c'est du coke, donc qui est produit à base de charbon. Là, l'idée, c'est de remplacer ce coke par quelque chose qui est moins émetteur. Donc l'idéal, c'est évidemment de l'hydrogène, sauf qu'il faut évidemment beaucoup d'électricité pour produire cet hydrogène. Je vais juste donner un ordre de grandeur. Pour produire 1 mégatonne d'acier, la France en produit 16 à peu près, pour donner un ordre de grandeur. La scierie de Dunkerque, 7. Donc pour produire 1 mégatonne d'acier décarboné, utilisant l'hydrogène comme agent réducteur et les fours à arc électrique pour faire la fusion pour aller vers l'acier, eh bien, il faut à peu près la moitié de la production annuelle d'un gros réacteur nucléaire. Donc voilà, ça donne un ordre, ça pose l'ordre de grandeur. Ça pose l'ordre de grandeur. Donc on a besoin de beaucoup d'hydrogène pour décarboner l'acier. Et ça a été dit sur l'intervention d'avant, sur l'intervention de Florence Lambert, on a aussi besoin de l'hydrogène pour valoriser le CO2. On ne pourra pas échapper à la capture du CO2. L'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faudra, à l'horizon 2050, capter 1 gigatonne de CO2. Donc 1 milliard de tonnes. Et pour valoriser ce CO2, pour en faire des molécules d'intérêt pour la chimie qui sera toujours basée sur le carbone de toute façon, eh bien, il faut de l'hydrogène pour en faire des carburants de synthèse pour décarboner la mobilité longue distance, typiquement l'aviation, faire du kérosène de synthèse, eh bien, il faudra de l'hydrogène. Donc, clairement, l'hydrogène, c'est aussi un très, très gros facilitateur de la décarbonation de l'industrie. Et les stratégies hydrogène et décarbonation de l'industrie, vous allez recevoir Hang Bui, donc c'est le coordinateur des deux stratégies au niveau du secrétariat général pour l'investissement. Ce n'est pas tout à fait un hasard. J'espère que je vais l'accueillir à un moment parce que je suis un petit peu inquiet pour lui. Évidemment, son train a eu du retard, mais j'espère qu'il nous rejoindra quand même parce que c'est la parole de l'État, c'est un des services du Premier ministre. On le voit avec le PEPR, François, c'est Valitaine, j'y reviens. Bon, on est à Grenoble, donc on en parle. J'ai une question simple d'ailleurs à vous poser tous les deux. Est-ce qu'on a tout inventé autour de l'hydrogène? Parce que si on arrive à l'isoler, à le produire, ça veut dire que c'est bon, on y est, quoi. Il y a encore des choses, vous cherchez encore des choses? Alors, bonjour à toutes et à tous déjà. Alors non, on n'a pas tout inventé. C'est des choses qui se passent. Alors, il y a plein de choses. D'ailleurs, il faut voir que c'est vraiment des choses qui se passent sous les temps longs. Pour arriver à la situation où on est là, il y a 15-20 ans de recherche sur différents sujets. Ça a commencé. Voilà, l'autre jour, je discutais avec les équipes de Stellantis. Nos premières recherches sur les piles à combustible, c'était il y a 19 ans avec eux. C'était Peugeot. Voilà. Et là, on continue à travailler avec eux sur les piles à combustible. Genvia, Florence en parlait, c'est des recherches qui datent d'il y a plus de 10 ans. On a été soutenu sur la durée
par la région Rhône-Alpes. Sur le site de Grenoble, il y a un certain nombre d'équipements et d'infrastructures qu'on a grâce à la vision qu'avait la région depuis de nombreuses années sur l'hydrogène. Après, il y a un certain nombre de plans. Il y a eu le plan Hulot. Et là, il y a eu les PEPR. Voilà, les PEPR, c'est indispensable. Ça nous permet d'énormément accélérer, notamment sur beaucoup de sujets amont. Et d'ailleurs, quand on regarde actuellement, avant de venir, je regardais l'Agence internationale pour l'énergie, regarde un petit peu les classements, comment on se positionne. Je regarde, rien que le CEA, on parlait d'électrolyse, Florence en parlait tout à l'heure. En 2020, pour l'Agence internationale pour l'énergie, on était numéro 2, on était entre Toshiba et Siemens, c'est pas mal. Pas mal. Et en 2023, on est numéro 1. Voilà. Et quand on regarde au niveau européen, sur l'hydrogène, les 3 plus grands acteurs de la recherche, les 3 premiers, c'est CEA, nos camarades du CNRS et l'IFPEN. Donc les Français sont extrêmement bien placés là-dessus. Et donc tout ça, ça nous permet de faire cette recherche amont, après qu'il faudra transférer vers l'industrie. Mais un outil comme le PEPR, il est majeur là-dessus. Il nous permet d'énormément avancer ces dernières années. Et puis, il y a effectivement nécessité d'avoir une continuité dans le temps, puisque comme l'expliquait Florence, il y a énormément de sujets encore à traiter. Ne serait-ce qu'un petit exemple, on parlait des grosses installations, voilà les quantités qu'on va installer. Avec toutes les installations de multi-mégawatts qu'on va mettre en place, on va apprendre plein de choses sur les modes de défaillance, voilà, qui sont pour certains encore peu connus parce qu'on n'a pas de grosses installations. Donc typiquement, ça c'est un sujet majeur qu'on va avoir à traiter dans les années qui viennent. On a beaucoup parlé de vous, Monsieur Buis, ravi de vous recevoir. Quelle aventure! Je rappelle que le TGV est un train électrique, mais ce n'est pas ça qui le fait arriver à l'heure. On va continuer un petit peu les échanges et ensuite on aura un moment avec vous. Je vous laisse reprendre vos esprits, il y a de l'eau. Allez-y, prenez votre temps. Je vous laisse atterrir, si je puis dire. Donc PEPR et CEA, je vous ai posé la question tout à l'heure. Je vous ai dit, mais en fait, vous travaillez avec qui? Vous m'avez dit que vous travaillez au niveau de la recherche. En fait, vous travaillez avec François, c'est-à-dire que les budgets que vous gérez, finalement, vous allez aider François à travailler. C'est comme ça que ça se passe. Tout est question d'argent, donc on n'a pas de problème pour en parler. Non, on va travailler avec les équipes. On va travailler avec les équipes, évidemment. On travaille avec les équipes du CEA, on travaille avec les équipes d'IFP Énergie Nouvelle, on travaille avec le CNRS et avec nombreuses universités, grandes écoles. Donc on travaille avec tout le monde, effectivement. L'idée, c'est de rassembler une équipe de France, de la recherche, de la décarbonation de l'industrie. Et alors, la décarbonation de l'industrie, elle a ça d'un petit peu particulier. C'est que ce n'est pas une discipline. C'est pas une discipline. C'est-à-dire ? C'est pas des mathématiques, c'est pas de la physique, c'est pas... Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus systémique et qui rassemble des compétences extrêmement interdisciplinaires. Voilà, ça va aller de l'électrochimie, ça va aller de l'ingénierie, de la thermique, de la mécanique des fluides, de la chimie, même, donc, des sciences humaines et sociales, des géosciences. Quand on pense séquestration géologique du CO2, ça convoque immédiatement les géosciences. Quand on va parler de la question de développer du stockage longue durée par séquestration géologique en France, il faut clairement impliquer les sciences humaines et sociales en premier plan pour avoir un débat relativement apaisé avec les bonnes parties prenantes pour identifier le lieu de ce stockage, pour en prouver déjà son absence de danger et puis son utilité pour les stratégies nationales. Donc vous êtes dans une approche scientifique. On est dans une approche scientifique, mais qui a une vision, qui doit garder une vision qui est systémique, très clairement. Julia Cora, Hydrogène Europe Recherche. Oui, vous trouverez un gentleman qui va vous passer son micro, vous voyez. Hydrogène Europe Recherche, on prend un peu de hauteur et je reviendrai ensuite au niveau de la SAT, plus près de nous, pour ensuite achever la discussion avec vous, Monsieur Buis. Hydrogène Europe Recherche, j'ai vu France Hydrogène, PEPR, c'est un monde. Vous, votre rôle au niveau européen, c'est quoi? Vous fédérez la recherche européenne. Ce que dit Monsieur Lemoine, ça vous parle? Vous allez le voir après pour lui dire, dis donc, il faut qu'on discute. C'est ça votre job? Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, au niveau européen, je dirais qu'on a un rôle un peu similaire à celui de France Hydrogène, où on fédère, nous, disons qu'on est focus sur la recherche, mais il y a une association industrielle également. Et donc, effectivement, on fédère les centres de recherche et les universités qui font de la recherche dans le secteur de l'hydrogène. Donc, avec Monsieur Lemoine, effectivement, l'Université Lorraine est membre de l'association Hydrogène Europe Recherche et on travaille déjà ensemble. Donc, les activités, on va parler de compétences, mais il y a également une grosse partie de nos activités. Il s'agit de mettre en réseau ces chercheurs parce que vraiment, pour être compétitif, aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de la France, mais bien de l'Europe pour peser sur
au niveau mondial, avec les États-Unis et la Chine, c'est vraiment l'Europe, l'échelle qui fait le plus de sens. Nous, on fait partie d'un partenariat public-privé cofinancé par l'Union européenne et les membres de notre partenariat qui financent des projets dans le secteur de la recherche et de l'innovation à l'échelle européenne. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de salut, et je vois ça à l'échelle européenne. L'association publique-privée, elle se vérifie partout en Europe sur le sujet de l'hydrogène. Il y a partout des fonds privés, des fonds publics. À chaque fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, je pense que c'est assez commun. C'est ce qu'on retrouve dans pas mal de joint ventures quand on entend parler également de ZEV, Zero Emission Valley, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc oui, c'est un système qui a l'air de faire ses preuves. Je vous pose cette question parce que dans ma tête, alors je me trompe peut-être, aux États-Unis c'est 100% privé, puis en Chine c'est 100% public. Donc finalement, nous on est au milieu, si on peut considérer qu'on soit au milieu. Et c'est ça la recette de la réussite, c'est d'avoir le soutien de la partie publique et l'audace du privé. Je pense que c'est un bon système. Après, je pense qu'aux États-Unis, il y a également du soutien public avec l'Inflation Reduction Act qui est passé l'an dernier, où effectivement il y a un soutien à la production d'hydrogène. Donc on est loin d'être un système complètement privé là-bas également. Je dirais que c'est un peu partout. Ce sont des systèmes qu'on voit fleurir. Donc je pense effectivement que ça fonctionne. Ce que vous voyez à l'échelle européenne, vous avez une vision, j'espère que vous avez une vision quand même assez à 360 degrés. On est classé comment, nous, la France, par rapport à nos amis européens? On est plutôt les bons élèves, on est plutôt en retard, ça va? Comment vous nous trouvez? Non, plutôt bons élèves, on va dire, mais disons que c'est un grand pays, la France, quand même, en Europe. C'est le deuxième après l'Allemagne en termes de population. Donc, effectivement, ça pèse. Il y a beaucoup de centres de recherche. Dans nos membres, nous, ce n'est pas les premiers. On a beaucoup de membres italiens dans l'association. Mais c'est vrai que la France est très représentée au niveau européen. Et on la retrouve également dans beaucoup de consortiums, de projets européens. Donc, plutôt bons élèves, effectivement, je dirais. Et ce dialogue inter-État, il date de quand? Parce que je vois que c'est une comment dirais-je, un vecteur assez récent, hein, donc tout est assez récent. Pour moi, 10 ans, c'est peu de temps. Hydrogène Europe Recherche, cette fédération des États, elle existe depuis combien de temps? Alors nous, c'est depuis 2008. Donc nous, c'est pas au niveau étatique, c'est vraiment les centres de recherche et universités. Donc nos membres, ce sont des chercheurs qui veulent se connecter avec des chercheurs ailleurs en Europe qui travaillent sur les mêmes problématiques, mais peut-être en prenant d'autres angles. Donc depuis 2008, et puis au début, je dirais qu'il y avait une vingtaine de membres, et aujourd'hui, on a 150 membres. Donc il y a beaucoup d'intérêt pour ce sujet maintenant. Quels sont les pays les plus représentés? France, Allemagne? Pas forcément. Après, actuellement, je dirais que c'est l'Italie dans notre association, mais après, le nombre de personnes impliquées dépend également de la taille des membres, forcément. Donc en France, on a ce système d'universités fédérées qui donne accès à l'association pour beaucoup de chercheurs, alors que ce n'est pas forcément le cas en Italie, par exemple, qui peut expliquer aussi ces variations. Si vous parlez à Hydrogène Europe Recherche, c'est que vous bossez avec eux. C'est-à-dire que dans le cadre de votre enveloppe, vous êtes amené à avoir des coopérations européennes? Alors, l'un des objectifs des PEPR, c'est évidemment de fédérer des communautés. Alors, c'est des communautés nationales, mais c'est évidemment de s'appuyer après sur des communautés qui sont européennes, parce que de toute façon, décarboner à un niveau national, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que globalement, il faut avoir un effet d'entraînement qui est européen. Parce que la France, alors si on raisonne en termes d'émissions, la France, c'est à peu près 1% des émissions mondiales. L'Europe, c'est beaucoup plus. Donc on a beaucoup plus à dire à une échelle européenne. On a certainement à associer nos moyens, nos intelligences, nos façons un petit peu différentes de réfléchir aussi pour innover dans les solutions de décarbonation, pour innover dans les technologies de l'hydrogène. Donc très très clairement, nous, décarbonation de l'industrie, on a aussi un partenariat public-privé qui s'appelle Aspire, qui nous intéresse beaucoup. Évidemment, on a un dialogue avec Hydrogène Europe, parce que l'hydrogène, comme je l'ai dit, c'est un facilitateur énorme pour la décarbonation de l'industrie. Donc très clairement, l'objectif, c'est d'avoir ces communautés à l'échelle nationale, de partager nos réseaux européens, et d'aller vers l'Europe et d'aller vers les outils aussi collaboratifs de financement européen pour faire gagner l'Europe. Et puis, je crois que, on a beaucoup parlé de souveraineté industrielle.
Je crois qu'il faut bien sûr penser à notre souveraineté nationale, mais il faut penser à une souveraineté européenne, penser à pouvoir construire nos chaînes de valeur à une échelle européenne, maîtriser nos chaînes de valeur, que ça aille de l'approvisionnement des matériaux stratégiques, parce que toutes les technologies dont on parle, que ce soit celle de l'hydrogène, que ce soit celle pour capter le CO2, ce sont des technologies qui vont nécessiter des matériaux. Et il faut qu'on maîtrise les chaînes de valeur. Je vais presque faire la transition avant, mais maîtriser les chaînes de valeur, ça veut dire qu'on va devoir avoir les équipementiers. On a vu avec Genvia, typiquement, pour l'électrolyse à haute température, si on développe des procédés de captage du CO2, il faudra qu'on maîtrise sur le sol européen ces technologies et qu'on soit capable de les produire en Europe. Si on revient à la question de la recherche, on a eu un échange avec François Le Galland, on parle d'Europe. Je n'ai pas l'impression que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Au niveau européen, on parle d'alignement. Moi, ma question, c'est, vous pouvez vous aligner entre chercheurs, vous pouvez vous aligner pour innover, mais est-ce que vous avancez tous au même rythme et avec les mêmes règles? Alors, il y a deux choses. Il y a la recherche, il y a l'industrie. Côté recherche, oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de choses. Et je pense que ce qui est très bien, c'est qu'à la fois, c'était expliqué côté PEPR. Les PEPR sont vraiment de nature à faire collaborer. Voilà, le PEPR hydrogène, par exemple, on le copilote entre le CEA et le CNRS. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres. Voilà, c'est vraiment des animations de collectifs. On a les principes des projets européens, c'est aussi basé sur des collaborations avec à la fois des académiques, des centres de recherche et des industriels. Et après, je pense que ce qui est aussi important, c'est que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure entre la partie avec l'Europe ou le gouvernement français et puis les industriels, c'est que tout ça, c'est extrêmement complémentaire. Moi, si je regarde un peu l'exemple, vous parliez de financement, côté Liten, côté Soliten, on est à peu près la moitié de notre financement qui vient d'aide qu'on appelle institutionnelle, une moitié qui vient de France 2030, l'autre moitié qui vient de l'Europe. Et le reste de notre financement, c'est les industriels. Et du coup, il y en a une partie qui finance plutôt de la recherche amont, à des TRL bas. Et puis après, progressivement, l'Europe travaille aussi avec des TRL plus élevés. Et après, on a les industriels qui nous aident vraiment à ce qu'on a. Parce que si on veut aller au bout, pour décarboner, il faut transférer vers l'industriel qui, eux, vont le mettre sur le marché. Donc je dirais que sur la collaboration, qu'au niveau de la recherche, il n'y a pas de... Le sujet, après, moi, il est plus pour les... Ce qu'on en avait discuté, c'était plus pour les industriels où... ils n'avancent pas à la même vitesse. Où il y a, au niveau international, je pense que c'est plus Europe versus non européen, où il y a un vrai sujet. Et quand on avait échangé en amont, je vous avais parlé du parallèle avec le photovoltaïque, qui est un sujet que nous, on porte et qu'on pousse très fort. Et je pense qu'un gros point de vigilance qu'il faut qu'on ait, pour notre tissu industriel, c'est qu'on a vu, il y a 15 ans, on était aussi très bien placé sur le photovoltaïque, on était très performants en recherche, on avait beaucoup d'acteurs, etc. Et il y avait un petit crash. Et ça ne suffit pas. Et donc c'est pour ça que sur l'hydrogène, on a parlé d'innovation, on a parlé d'avoir des effets volume avec les usines, on a parlé... Et dans l'aspect régulation qui avait commencé à être... Je pense que c'est hyper important qu'on ait en tête dès le départ cette espèce de... que tout le monde joue avec les mêmes règles et que notamment que nos industriels... quand ils jouent avec les mêmes règles du jeu qu'avec les Chinois par exemple, et qu'on évite, qu'on les protège contre les effets qu'on a pu connaître par exemple sur le photovoltaïque et qu'on connaît en ce moment avec du dumping, avec des mises en concurrence non équitables, parce que ça c'est de nature à balayer tout notre tissu industriel. Voilà, donc ça je pense que c'est le point de vigilance qu'il faut qu'on ait, qui pour moi concerne plus que la recherche, qui concerne vraiment les conditions de marché pour les industriels. Avant que je discute un moment, et je resterai avec vous, Monsieur Buis, on sera tous les deux seuls pour qu'on ait cette parole de l'État, je voudrais que Johan nous présente un peu le travail des SAD, parce que là, on parle de recherche. Quand on a une idée, ensuite, il faut la mettre en œuvre. Imaginons qu'une idée sorte du CEA Liten ou d'ailleurs. C'est quoi votre rôle dans le cadre des SAD et comment, au niveau énergétique aujourd'hui, vous pouvez prendre une pépite et en faire une entreprise? Écoutez, c'est une excellente transition, parce qu'effectivement, là, on parle de recherche. Et nous, notre métier, c'est de faire du transfert. Donc, au sein de la SAD Lynxium, nous opérons, en l'occurrence dans le cadre de France 2030 et de la stratégie nationale d'accélération hydrogène décarboné, un programme qui s'appelle le programme Prématuration-Maturation, qui a été doté de 13 millions d'euros. Et donc, nous sommes en charge, au sein de notre écosystème. Donc, on a avec nous un consortium qui représente donc le CEA notamment et partenaires. On a un consortium et donc constitué d'organismes nationaux de recherche, d'universités et de SAT.
Et donc, nous, la Satlinxium, nous opérons, donc nous sommes les chefs de file, et nous opérons donc de la détection et du financement des projets qui rentrent dans le cadre de France 2030, des stratégies nationales d'accélération, en l'occurrence là pour l'hydrogène, la production, le stockage et la conversion de cette molécule. C'est-à-dire que vous prenez en main un projet, d'accord, et vous l'amenez du stade d'idée, enfin peut-être pas, elle est quand même un peu aboutie, hein, jusqu'au stade d'entreprise. En fait, il y a entre guillemets, deux portes d'entrée. Porte d'entrée qu'on appelle prématuration, donc là on va être sur des TRL à peu près 2-3. TRL 2-3, pardon. TRL, alors TRL, c'est une échelle qui permet de mesurer le degré de maturité d'une technologie. En gros, 1, c'est une idée sur un bout de papier, et 9, vous avez un produit qui est produit dans une usine à très forte quantité. Voilà, grosso modo. Et en gros, donc on a deux portes d'entrée pour ce type de projet. C'est des projets qui sont remontés par nos partenaires. Donc une porte d'entrée qui est la prémat, donc des TRL 2-3, et de la maturation, où là on a des niveaux qui vont être entre 3 et 5. Et aujourd'hui, les SAT, ce qui permet de faire le transfert, il y en a une à Grenoble, enfin à Grenoble, dans la région. Il y en a combien dans le pays? Alors il y a 13 SAT répartis sur tout le territoire. On a une spécificité, nous en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 3 SAT qui sont représentés ici. La SAT Linxium sur Grenoble, Pulsalis à Lyon et la SAT expérimentale Clermont Auvergne Innovation. Et en fait, chaque SAT est en charge, en lien avec ses partenaires, en lien avec les universités locales, de faire de la détection et ensuite de valoriser et de transférer les projets qui sont à forte valeur. Merci beaucoup, Johan. Merci. Monsieur Buis, vous avez eu quelques difficultés pour nous rejoindre. On va prendre quelques minutes pour parler ensemble. J'aurais aimé que vous m'accompagniez, mais c'est comme ça. La prochaine fois, on demandera à la SNCF de bien faire attention à qui prend le train. Hein. Promet, on leur passera un coup de fil. Ils sont avec nous, là. On ira les voir. Tout à l'heure, quelqu'un m'a fait remarquer que votre titre, c'était Secrétariat général pour l'investissement et coordonnateur des stratégies nationales hydrogène décarboné et décarbonation de l'industrie. Bon, je ne vous cache pas qu'on en a beaucoup parlé avant vous. Vous êtes un service du Premier ministre, c'est ça? C'est-à-dire que votre job, c'est de rapporter directement aujourd'hui à M. Attal et de lui dire il vaudrait mieux faire comme ci, comme ça, voilà, j'ai entendu ça, il y a cette technologie. Votre quotidien, c'est quoi, M. Buis? Alors, il faut toujours rapporter à ses chefs, donc ça c'est normal qu'on rapporte au Premier ministre, au cabinet, mais je veux dire, l'important se passe en dessous, hein, parce que l'hydrogène touche finalement tous les domaines. Ça touche le domaine de l'énergie, le ministère donc en charge de l'énergie, ça touche le développement économique, puisqu'on a parlé d'équipements, de gigafactories, d'usines, ça touche la disponibilité de l'électricité, c'est ce qu'on a dit, des matières, on va dire des matériaux sensibles, voilà. Donc l'hydrogène met en œuvre un certain nombre de politiques publiques qui sont réparties dans l'ensemble des ministères. Et pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien et avance à même pas, il faut coordonner, il faut faire ce qu'on appelle l'interministériel. Donc moi j'anime effectivement un groupe de travail dans lequel vous avez le ministère en charge de l'industrie, le ministère en charge de l'énergie, le commissaire général au développement durable, le ministère en charge de la recherche, l'ADEME, BPI, donc l'ensemble des organismes, et l'ANR bien sûr, l'ensemble de ces organismes sont autour, et ministères sont autour de la table pour faire en sorte qu'on réussisse la stratégie hydrogène. Que ça, depuis les innovations entre guillemets sur les paillasses des laboratoires publics, jusqu'au déploiement, dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on finance notamment les CAPEX et OPEX d'entreprises qui adoptent entre guillemets l'hydrogène. Mais aujourd'hui, on parle de révision. C'était ça mes questions de tout début, mais je vous les pose à la fin. Qui dit révision, dit changement de position, dit changement de pied, ajustement. Qu'est-ce qui change à partir de maintenant? C'est à l'étude, hein, mais quels sont les changements? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce vecteur? Alors, c'est plutôt des ajustements et une plus grande maturité dans l'approche. L'hydrogène, ça sert toujours à décarboner l'industrie et à la mobilité lourde et intensive. Ça n'a pas changé. Donc c'est une stratégie de décarbonation. Par contre, on a maturé sur un certain nombre de sujets. Par exemple, sur le sujet des infrastructures, des pipes. Parce qu'un jour, l'hydrogène va massivement se développer.
Et on aura besoin peut-être de transporter par pipe, parce que vous savez, avec un tuyau, on transporte plus d'hydrogène qu'un câble électrique. Aujourd'hui, on met des électrolyseurs branchés sur le réseau électrique près des usines pour produire l'hydrogène. Et demain, on aura des pipes, effectivement, pour distribuer l'hydrogène dans les grandes zones industrielles ou portuaires. Premier élément. Deuxième élément, et j'imagine que vous avez en tête que la France vise environ 600 kilotonnes d'hydrogène en 2030, de décarboné. C'est ce qu'on a évoqué, oui. Ça, et pour ça, on va essayer de déployer 6 gigawatts, entre guillemets, de capacité d'électrolyse. 6 gigawatts, c'est, je ne sais pas, 8 à 9 tranches nucléaires. C'est pour vous donner un ordre de grandeur, enfin, de la quantité électrique qu'on va consommer. Donc on a maturé sur la consommation électrique. Donc on sait qu'il faut intégrer l'hydrogène dans le système électrique français. On sait que quand on va avoir des périodes de pointe où tout le monde, il fait super froid, tout le monde allume ses chauffages, et bien là, on aura du mal probablement à faire fonctionner tous les électrolyseurs en même temps. Donc il va falloir effacer peut-être un peu les électrolyseurs, c'est-à-dire les retirer du réseau. Et ça suppose que, comme les industriels ne peuvent pas s'arrêter de fonctionner, ça suppose qu'on stocke cet hydrogène. Donc voilà, donc ça veut dire que dans la stratégie hydrogène, maintenant on a un sujet qui est le stockage hydrogène, comme le stockage du gaz naturel, qui sert à la sécurité d'approvisionnement. D'accord, que je comprenne bien, stocker l'hydrogène, c'est matériellement, d'accord, remplir des réservoirs dans lesquels on a de l'hydrogène, comme quand on remplit des réservoirs dans les raffineries, c'est ça? Tout à fait. Le gaz naturel aujourd'hui, vous savez, vous avez entendu parler des ruptures d'approvisionnement, etc. On stockait massivement du gaz naturel, donc il y a un gaz, dans des réservoirs géologiques, donc dans des réservoirs souterrains. Pour l'hydrogène, ce sera pareil. Voilà, donc pour l'hydrogène, ce sera plutôt ce qu'on appelle des réservoirs qui sont des cavités salines, parce qu'elles sont plus étanches, elles sont plus inertes, etc. Voilà, donc on va stocker sous sol des quantités importantes, effectivement, d'hydrogène pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Ah bah justement, il y a quelque chose qui me vient, on a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines, de cet hydrogène miraculeux dans le nord-est de la France, des gisements d'hydrogène. Alors, Natif, excusez-moi pour le vocabulaire, si on en a sous nos pieds, pourquoi on en produit? Alors, l'hydrogène blanc et l'hydrogène natif. Voilà. Donc, c'est de l'hydrogène qu'on pourrait extraire du sous-sol. Voilà. Alors, à votre question, si on a l'hydrogène blanc, pourquoi est-ce qu'on continue à faire, effectivement, à produire l'hydrogène par électrolyse de l'eau? La réponse, c'est qu'en fait, on n'en est pas sûr qu'on a de l'hydrogène blanc. Hein, on suppose on trouve des traces d'hydrogène blanc. Mais il faut beaucoup de temps pour vérifier que, d'une part, ce gisement il est exploitable, parce que parfois on trouve des traces, mais on n'arrive pas à exploiter, parce que c'est difficile. C'est comme les hydrocarbures, hein. Vous savez, on recherche les hydrocarbures et on ne le trouve pas tout le temps. Et la deuxième chose aussi, c'est quelle quantité on va pouvoir extraire. À titre d'information, la France produit des hydrocarbures, ça il faut le savoir, notamment en Occitanie, dans le Grand Est, voire même dans le bassin parisien, mais on ne produit que 1% de nos besoins. Qu'est-ce qui va en être de l'hydrogène? Voilà. L'hydrogène blanc est une piste sérieuse, il faut l'exploiter, l'explorer. Si on découvre des gisements majeurs, on va faire évoluer effectivement la stratégie hydrogène. Mais si ça ne répond pas à nos besoins, eh ben on ne peut pas se permettre d'attendre. Donc ça veut dire que la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, on dit que c'est un investissement sans regret. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas l'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, on l'aura au mieux dans 5 ans. Et les gens qui sont plus raisonnables, qui viennent des hydrocarbures, vous diront que c'est plutôt 10 ans. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'ici à 10 ans? Les industriels, voilà, on ne va pas attendre. Et cette question de l'hydrogène, on l'a évoqué au tout début, est éminemment complexe. On voit qu'elle va se développer. On a vu avec Fabrice Lemoine que ça impliquait pas seulement la recherche, ça impliquait pas seulement la chimie, pas seulement ça impliquait aussi du social, du sociétal. On a la main-d'œuvre nécessaire pour faire fonctionner ce qui va être demain quand même un des éléments majeurs de notre politique énergétique. Alors ça, c'est un pan important de France 2030, bien sûr. Je vais vous parler de 2 milliards que France 2030 met sur les compétences
pour accompagner ce développement, notamment de l'hydrogène. La stratégie hydrogène, elle prévoit la création d'ici 2030 entre 50 à 150 000 emplois directs et indirects. Alors, entre 100 et 150 000 emplois directs et indirects. Entre 50 et 150 000 emplois directs et indirects. On a vu large. Voilà. D'accord. On a vu large. Mais même 50 000, ça fait quand même beaucoup. Bah oui, c'est pas mal. Et aujourd'hui, parce que c'est 2030, hein, et aujourd'hui, par exemple, prendre le dispositif France 2030 compétences et métiers d'avenir, qui soutient des établissements de formation, d'enseignement, des universités, des écoles, etc. On a déjà aidé environ pour 48 000. Ça, c'est un chiffre, je pense, qui n'est pas souvent apparu dans la presse. On a aidé pour 48 000 formations, tout profil confondu, hein, du technicien jusqu'à l'ingénieur, voire au-delà. Donc ça veut dire qu'on a déjà potentiellement, d'ici 2030, 50 000 places pour former les gens, pour répondre effectivement au développement de la filière hydrogène. 50 000 places, mais je vous ai peut-être mal compris, donc excusez-moi, c'est ma question mauvaise. 50 000 places, donc les établissements et les profs qui vont bien? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On a payé donc des profs, des adaptations de cursus, de formation, des équipements de laboratoire, de formation, des kits pédagogiques de sensibilisation, de formation. Voilà, donc normalement, tout est en place d'ici 2030 pour former 50 000 personnes dans les métiers de l'hydrogène. Autre question liée à ça, parce qu'elle est importante, c'est la vraie vie. Pas que des ingénieurs, j'imagine, et j'ai une question aussi pour Julien. Je pense qu'en Europe, c'est le même chemin. C'est-à-dire que pour faire de l'hydrogène, il ne faut pas uniquement avoir des ingénieurs qui sortent de nos universités et qui vont au LITEN. Je crois qu'il y a des jobs au niveau technique qui sont importants. Ça aussi, c'est prévu dans votre plan de formation? Alors, souvent l'hydrogène, c'est rarement un métier en propre. Souvent, c'est ce qu'on appelle la coloration. Par exemple, des métiers de la maintenance, des techniciens, etc., etc. Donc souvent, on rajoute effectivement des briques, des compétences à des cursus, entre guillemets, existants. Voilà, donc c'est ça l'hydrogène. Hein. Donc c'est rare qu'on ait des métiers, mais on peut en avoir effectivement de spécialistes en hydrogène sur les électrolyseurs, ou sur la pile à combustible, mais c'est plus souvent des profils peut-être de techniciens généralistes qui doivent avoir effectivement une compétence de spécialisation et une connaissance des risques liés, par exemple, à l'hydrogène. Alors, on a évidemment évoqué un certain nombre de sujets. Moi, j'en ai compris tout au long de ces échanges que c'était majeur dans le cadre de la stratégie énergétique de la France, au moins aussi important, même si c'est une autre matristique, que les énergies renouvelables et le nucléaire. Ça veut dire que ce qui se dessine devant nous à très long terme, c'est du renouvelable, de l'hydrogène et du nucléaire, c'est ça? Oui, l'hydrogène que la France promeut, c'est un hydrogène décarboné qui est produit à partir des énergies renouvelables et du nucléaire. Voilà. Donc, d'ici 2030, on n'aura pas de nouvelles centrales nucléaires qui seront opérationnelles. Donc, ça veut dire que c'est principalement des capacités d'énergie renouvelable qui vont permettre d'absorber finalement le besoin supplémentaire qu'ont les électrolyseurs, hein, l'électricité supplémentaire qu'on va consommer. Mais bien entendu, le parc nucléaire existant va apporter quand même l'essentiel de l'énergie qui vont être consommée par les électrolyseurs. Donc voilà, donc c'est un mix du renouvelable et du nucléaire. Alors en creux, ça signifie qu'aujourd'hui, là, à date, on n'est absolument pas prêt pour une accélération de la consommation d'énergie. Alors, c'est une vieille question de journaliste, hein. On n'a pas eu trop froid cet hiver. Est-ce qu'il faut craindre pour notre parc cette bonne vieille question de l'an dernier? Alors, pas encore, puisque vous savez que les électrolyseurs, l'installation va être progressive, donc ce n'est pas immédiat. D'autre part, quand on a des grosses usines, par exemple du type de ArcelorMittal Dunkerque, qui va consommer énormément d'hydrogène. Vous avez vu que l'État soutient pour 850 millions d'euros cette usine. Elle aura besoin à peu près de 400 mégawatts de capacité d'électrolyse. Eh ben, on a déjà financé le renforcement des lignes électriques. Et il y a une centrale nucléaire pas loin qui va pouvoir répondre effectivement aux besoins d'ArcelorMittal Dunkerque. Par ailleurs, il y avait un représentant France Hydrogène, je pense, qui était sur votre plateau. Il a dû vous dire que France Hydrogène a fait un certain nombre d'études qui montrent que l'augmentation de capacité installée en France, notamment de renouvelables, permet d'absorber, entre guillemets, d'accompagner la croissance des électrolyseurs. Donc pour l'instant,
les courbes sont cohérentes et en fait on peut accompagner donc l'installation des électrolyseurs. Est-ce que demain on peut imaginer, parce que c'est arrivé avec l'électricité, on est redevenu d'ailleurs un pays exportateur d'électricité, est-ce que finalement on ne peut pas rêver de devenir un pays exportateur d'hydrogène et d'avoir comme ça une position mondiale forte sur le sujet? Ça vous semble réalisable? Il y a bien des pays qui ont bâti leur richesse sur l'extraction pétrolière. Est-ce que nous, on peut devenir un pays exportateur d'hydrogène? Alors, très probablement, mais avant ça, il faut déjà répondre aux besoins de nos industriels. Là, on a parlé de l'enjeu de décarbonation de nos industriels. Ils ont un besoin, pour certains, absolument d'hydrogène. Et d'abord, il faut alimenter nos industriels. Une fois qu'on aura alimenté nos industriels, effectivement, on pourra alimenter d'autres industriels ou d'autres pays. Voilà, donc la question, elle est liée d'abord à une souveraineté nationale, une décarbonation effectivement de l'industrie au niveau national. Et l'énergie finalement décarbonée qu'on développe, elle sert d'abord, elle doit servir, même si on en exporte, elle sert d'abord effectivement nos industriels. Alors vous qui voyez tous les domaines, y compris celui du transport lourd, j'ai l'impression qu'on attend beaucoup, et ce sera peut-être une forme de conclusion, parce que les transports, ça touche tout le monde. On a bien vu, on a bien compris, ce ne sera pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Mais je ne vois pas beaucoup de trains, je ne vois pas beaucoup de bus, je vois beaucoup d'envie, je ne vois pas d'avions, sauf dans les magazines, je ne vois pas trop de bateaux. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas vous qui réglez le sujet, mais vous êtes quand même au contact. Ça va arriver quand, massivement? Alors les trains, il y en a déjà. Alors pour l'instant, c'est en Allemagne. Et on a financé par ailleurs ce qu'on appelle des Regiolis bimode hydrogène électrique par Alstom qui vont être achetés, qui sont déjà achetés par des régions, par 6 régions. Donc vous allez en voir. Alors on n'en verra pas aussi massivement qu'on voit pour le train électrique. Pourquoi? Parce que si les lignes sont déjà électrifiées, si on a déjà les trains électriques, eh ben, il faut utiliser les trains électriques. D'accord? L'hydrogène, c'est seulement, par exemple pour les trains, pour les tronçons qui ne sont pas électrifiés. Donc on évite d'utiliser du diesel, du fuel, parce que c'est extrêmement polluant. Voilà, donc ça veut dire que l'hydrogène, c'est un complément à l'électrification, au train électrique, parce qu'il y a certains endroits qui ne sont pas électrifiés. Mais vous savez que l'hydrogène, et je pense que ça c'est un point important à dire, l'hydrogène coûte en électricité. Quand on regarde la quantité électrique qu'on consomme pour produire de l'hydrogène, et ensuite quand on regarde l'hydrogène qui est utilisé dans une pile à combustible pour reproduire de l'électricité, pour alimenter un train, une voiture, etc., en fait, il faut bien comprendre qu'on perd 75% de l'électricité qu'on a mis au début. Donc ça veut dire que quand on peut utiliser directement l'électricité, il faut l'utiliser. Donc c'est-à-dire la batterie ou bien les caténaires, parce que c'est là où on préserve l'électricité. Par contre, il y a un certain nombre de secteurs, de domaines, qui ne peuvent pas utiliser les batteries et qui sont obligés de passer par l'hydrogène. Et là, l'hydrogène est pertinent. Donc on va le voir dans les trains, dans les avions, c'est prévu pour 2035, parce que vous savez que dans les avions, à chaque fois qu'on fait une innovation, comme on a des homologations qui sont extrêmement longues, parce qu'il ne s'agit pas que l'avion se crache parce qu'il a un problème, en fait, on a des durées des certifications qui sont très longues. C'est pour ça que dans les avions, on ne verra qu'en 2035. Dans les bateaux, etc., on a aussi des sujets d'homologation, mais tout est en marche pour que ces mobilités lourdes, en fait, puissent intégrer l'hydrogène. Alors, nonobstant qu'il y a aussi d'autres technologies alternatives. On parle des e-fuels, on parle du méthanol, on parle du biométhane. Donc, il y a d'autres possibilités et on verra effectivement quelle est la solution qui est la plus pertinente pour la mobilité. Quand je dis e-fuel, certes, le bateau ou l'avion ne va pas embarquer de l'hydrogène, mais en fait, indirectement, parce que l'hydrogène est nécessaire pour produire de l'e-fuel. Voilà. Donc, ce que vous dites là, c'est, et je le reprécise, pour ceux qui nous écoutent ou qui regarderont, parce que tout cela va être diffusé, bien sûr, c'est ça, la stratégie, la feuille de route du pays pour les 10, 15, 20 ans qui viennent? Jusqu'en 2030. La stratégie, pour l'instant, elle dessine un chemin jusqu'en 2030, et puis elle commence déjà à regarder un peu après, vers 2035. Donc pour 2030, alors si on n'a pas dit le chiffre, on a mis 8 milliards d'euros pour faire tout ce qu'on vient de dire. Les gigafactories, pour produire massivement de l'hydrogène, 4 milliards qui vont être déployés dans un dispositif bientôt pour soutenir la production d'hydrogène décarboné, qui coûte encore trop cher par rapport à l'hydrogène gris. Voilà, donc tout ça, c'est 8 milliards d'euros pour déployer massivement l'hydrogène d'ici 2030.
Et en 2030, il y aura probablement la relève par rapport à d'autres actions. Par exemple, on a parlé d'infrastructures d'hydrogène. C'est des choses qu'on regarde sérieusement, mais aujourd'hui, on n'a pas les financements nécessaires pour le déployer. Donc ça, c'est pour l'après. Mais en même temps, pour l'instant, on n'a pas la consommation massive, donc on n'a pas forcément besoin d'infrastructures immédiatement. Mais on prépare l'avenir, et donc on cherche à être prêt. Je retiens de vous toutes et de vous tous qu'on a beaucoup de choses à faire. J'ai même entendu que c'était le moment d'investir dans l'hydrogène, s'il y en a parmi vous. J'irai voir les Grenoble Angels pour leur dire qu'il faut qu'ils regardent un petit peu ce qui va se passer de ce côté-là. Merci, Monsieur Buis, d'avoir insisté, d'être resté dans le TGV pour venir nous voir. Effectivement, ça a un peu chamboulé notre organisation, mais je vous remercie. Je remercie Olivier D, je remercie Jean-Marie Padovani, Thierry Duthiouat, Laurent Anthony, Florence Lambert, Emmanuel Bensadoun, Julia Cora. Je remercie François Le Galland qui est encore à côté de moi, Fabrice Lemoine, merci. Vous avez passé la matinée avec nous et Johan Châtillon pour la SAT. On aura l'occasion de se revoir. Je dois quand même souligner à ce public que c'est la première fois qu'on a un plateau aussi large sur la question de l'hydrogène. La première fois, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont fait le déplacement. Il y aura un autre Tech Fest l'année prochaine, je vous l'annonce. C'est un acte fondateur, on a passé 2 heures, peut-être l'année prochaine on passera moins de temps, mais plutôt découpé. Et on se donne rendez-vous dans un an pour faire le point sur tout ce qu'on s'est dit. Maintenant c'est là, c'est enregistré, et on verra si ce qu'on s'est dit a prospéré. En tout cas, merci pour votre présence, et puis merci pour tous ceux qui dans quelques années utiliseront l'hydrogène, comme aujourd'hui on utilise une autre énergie. Merci beaucoup, et à vous toutes et à vous tous, bonne journée, bonne fin de journée sur Tech Fest. Merci.